Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Des parcours d'exception, des personnes qui ont osé, qui ont échoué, rebondi et trouvé leur manière de réussir. Vitamine Sud, c'est votre dose d'énergie pour croire en vous et vivre vos rêves ici. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vitamine Sud. Si je vous disais que le prochain géant du divertissement mondial ne se construit pas dans la Silicon Valley ni à Tokyo, mais ici, à Marseille, et si je vous disais que l'homme que je reçois aujourd'hui a commencé sa carrière en chinant des jeux vidéo en parallèle de ses études pour finir quelques années plus tard par s'asseoir à la table d'Ubisoft et de lever plus de 20 millions de dollars, c'est un ovni dans le paysage tech français, un profil hybride capable de faire le grand écart entre la nostalgie du rétro gaming et la complexité de la blockchain. Il n'a pas attendu qu'on lui donne sa chance, il l'a provoqué. D'abord commerçant, puis éditeur et aujourd'hui industriel visionnaire, il a bâti un empire étape par étape en finançant ses rêves futuristes avec la sueur de son front. Il est le fondateur de Free Agents, de Russian Game et du phénomène mondial Cross the Ages, le Game of Thrones du jeu vidéo. Avec son équipe, il ne crée pas juste un jeu vidéo, il bâtit une véritable propriété intellectuelle transmédia, un univers qui réconcilie enfin le virtuel et le réel. Dans l'heure qui vient, on va décortiquer sa méthode, comment on passe de la débrouille à une multinationale, comment on convainc les meilleurs artistes du monde de rejoindre son aventure, et surtout, comment fait-on pour viser une ambition planétaire depuis Marseille. Préparez-vous, c'est une masterclass d'audace et de vision. Bienvenue, Samy Schlagou. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça y est, je suis pas bien là. Est-ce que la présentation t'a plu? Non, c'était trop élogieux. Merci beaucoup. Et donc là, je t'ai présenté avec mes yeux, avec ce que j'ai pu trouver sur toi. Comment est-ce que toi, tu aimerais te présenter? Moi, je me présenterai comme entrepreneur marseillais. J'ai commencé donc avec un cursus à Euromed Marseille, où je me suis spécialisé dans la gestion de production de films. J'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé la production audiovisuelle, j'ai toujours aimé tout ce qui était attrait au cinéma, et j'ai voulu en faire mon métier. Donc j'ai commencé vraiment pendant 8 ans à être intermittent du spectacle, où j'ai fait un peu tous les postes, de la régie à l'assistant de prod, à l'infographie, pour finir en fait en tant que chargé de prod et producteur exé. J'ai fait la production de plusieurs longs métrages, des courts métrages, des documentaires, donc c'était vraiment passionnant. Et ensuite, cette passion en fait pour la prod elle s'est propagée donc au gaming. Donc j'ai commencé en fait dans les années 2010-2011 à me lancer dans cette partie gaming, jeux vidéo, mais avec une idée bien précise de ce que je voulais faire, sauf que j'avais pas les fonds et les moyens. J'avais déjà dépensé ce que j'avais gagné, enfin j'avais vraiment un rythme de vie qui était correct, mais pas trop d'économies, pas trop de coussins, comme on pourrait dire, pour pouvoir en fait lancer un business prospère rapidement. Et rapidement en fait, j'avais déjà commencé un peu plus tôt à chiner. Je savais qu'il y avait un petit potentiel en fait en chinant, donc ouais, je me définis comme un débrouillard, comme quelqu'un qui aime en fait saisir des opportunités, et qui aime en fait voir en fait les choses dans la vision la plus large. Je sais que chaque fois qu'on voit un projet, chaque fois que j'ai travaillé sur des projets, mon but c'est pas de dire OK, comment on fait pour aller au point B? Si on me dit on est au point A, c'est de me dire OK, mais après le point C, D et ensuite comment ça marche? Et en fait, j'essaye de mapper tout ce que je fais. Chaque fois que j'entreprends un projet, quel que soit le projet, aussi petit soit-il, j'essaie de toujours avoir une vision large. Mmh. Donc ouais, je me définis comme entrepreneur marseillais, amoureux de cette cité phocéenne, en essayant d'apporter, on va dire, un maximum de bienveillance à une nouvelle génération, et surtout d'être utile. Et là vraiment je me dis toujours, à quoi elle sert ma vie si c'est pas pour être utile, si c'est pas pour faire quelque chose, si c'est pour faire quelque chose dans mon coin et rester tout seul et empocher de l'argent et me dire c'est pas ma manière de voir les choses. J'ai toujours aimé en fait faire des projets à impact et essayer en fait d'emmener, on va dire, avec moi des personnes qui me suivent. Et la preuve, aujourd'hui j'ai des gens qui me suivent depuis plus d'une quinzaine d'années, donc Mmh.
Voilà pour la définition. Waouh, génial. Bah, hâte de rentrer dans tout ça dans les 2 heures qui viennent. Justement, tu te décris comme un Marseillais, hem et tu aimes bien avoir une vision dans tout ce que tu fais, avoir le ce qu'on appelle la big picture. Hem, Si on rembobine, il y a quelques années à 18 ans, 18 ans, c'était quoi ton rêve à ce moment-là? Ah, c'était dur à ce moment-là parce que, enfin dur, c'est pas vrai en fait. C'était pas du tout dur. J'ai découvert en fait l'univers du cinéma à l'âge de 17 ans, où, j'ai commencé en fait à avoir des petits rôles dans des séries. J'ai eu même des rôles assez sympas à un moment Ouais, donné, donc sympa. c'était chouette. J'ai fait peut-être, une trentaine de tournages OK. et en fait, ouais, j'avais vraiment envie de découvrir l'univers, du cinéma. Mais j'étais pas très sûr parce que, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, comédien, je me débrouille, mais bon, il y a quand même des ovnis devant moi. Je sais que c'est pas dans cette, partie-là où je serai le meilleur et le plus à l'aise, mais par contre, derrière la caméra, je me sens bien, j'aime bien tout ce qui est lié à que ce soit dans une partie, on va dire, infographie ou soit dans la partie, gestion financière. C'est quelque chose où j'étais beaucoup plus à Ouais, l'aise. donc dans la Je production. moi j'aime bien la prod. Moi, j'aimais bien, tu vois, essayer de trouver des solutions aux problèmes, essayer de faire en sorte que le tournage puisse se faire, récupérer les autorisations, essayer de résoudre à chaque fois des énigmes. Donc ouais, dès le début, vraiment jeune, j'ai eu cette chance déjà de commencer tôt et je savais que je voulais évoluer Ouais. dans le milieu de la prod. J'ai tout fait. J'ai commencé par, j'ai commencé par des courts-métrages au début. Après, j'ai fait Plus belle la vie pendant 3 ans. J'ai fait, plein de films pour France Télévisions, mais après j'ai fait, Taxi, Gomez et Tavares, j'avais bossé sur, Transporteur, sur plein de longs métrages. J'ai fait du, blockbuster US aussi, comme Traitor. Ah, Hem, belle référence, ouais. ouais, il y avait des films qui se faisaient dans la région. J'étais là et Ouais. les gens ils me connaissaient. Donc au début, bah, tu es un peu jeune, mais ça va, tu es serviable et tu peux en fait faire un peu tous les postes. C'est pour ça que je faisais un peu de régie. Mmh. Et ensuite, j'ai bossé aussi avec, une boîte de pub, Sud Repérage où j'ai fait beaucoup de pubs, Orange, BMW, OK. Et tu avais quel âge à cette époque-là? 22. OK, et tu étudiais à côté ou Ouais, tu étais ouais, à j'allais à full, l'école. Non, non, ouais, j'allais à OK, l'école, OK. j'étais à l'école de commerce donc Ouais, au début quand j'ai commencé, j'étais en BTS ouais. informatique. J'ai fait, après j'ai fait une licence de management, à Saint-Jérôme et Mmh. après j'ai fait mon master 1 et master 2 et pendant tout, j'arrivais à agencer, on va dire, mon planning pour pouvoir faire les 2 Mmh. et c'est vrai que quand tu arrives dans un master, audiovisuel et que tu es déjà dans les tournages et que tu as déjà bossé depuis quelques années et que tu as même eu ton statut d'intermittent pendant plusieurs années, ça te donne, on va dire, une petite avance. Ouais, En OK. tout cas, tu comprends un peu comment marche, l'écosystème, ton stage, tu fais pas ton stage, tu vas travailler sur un tournage au Ouais. final, tu vois? Tous tes stages, ils sont passés Le master, c'est juste le tampon, d'une industrie que tu connais un peu. ouais, en fait, l'école de commerce, en fait, elle va te demander donc, comme toute école de commerce, hein, un temps, des matières, des notes à avoir et surtout, on te demande aussi, des stages, en fait, en entreprise. Après bon, si tu arrives à passer ça en fait en tournage, c'est pas plus mal Ouais, quoi. ouais. C'est la moitié de ton temps en fait, tu l'as fait en tournage Mmh. et après en fait, même quand j'ai fini, j'ai enchaîné tout de suite avec cette partie-là quoi. Ouais. J'ai bossé et pour la boîte de pub Mmh. et pour les boîtes de prod et comme c'est chronophage, Ouais. on n'est pas sur quelque chose qui, tu vas avoir en fait pendant un moment, tu vas avoir des tournages à gogo, plein de projets. On avait eu Adidas, on avait plein de pubs et Mmh. des projets en même temps et après c'est le calme plat. Ouais. Ça, c'est dur pour les intermittents, Et hein. Ceux qui nous écoutent, qui sont intermittents, ils le savent, hein. Et généralement, quand tu as pris un truc, il y a tout le monde qui t'appelle pour te proposer. Tu te dis: «Mais pourquoi vous m'avez pas appelé avant?» Donc ouais, après, il faut essayer de gérer le planning et c'était passionnant, et qu'est-ce que tu passionnant. retiens, de cette époque-là? Qu'est-ce que tu aimais le plus? Qu'est-ce qui te donnait ta vitamine, ton énergie? La vitamine. Moi, j'ai toujours été un curieux. Moi, j'aime bien apprendre, en fait. Tant que je fais de nouvelles choses et que je tourne pas en rond et vu que les tournages, ils sont tous différents et que les besoins, ils sont différents, hein, tu dois Mmh. t'adapter. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, en fait, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Heu, je crois que maintenant c'est un peu trop gros les problèmes, mais à l'époque en tout cas, enfin, j'ai toujours aimé en fait trouver des solutions à des problèmes et essayer de me dire: «Bon OK, comment je peux être utile et comment est-ce que je peux servir à ce projet? Qu'est-ce que je peux faire en fait qui peut faire gagner du temps à la prod? Comment je peux faire des économies, tout en payant tout le monde? Comment je peux faire en fait, le mieux pour que le projet il se passe Mmh. dans les meilleures conditions pour tout le monde?» alors que OK. les gens en fait, c'est pas gratter pour gratter, au contraire, c'est avoir les meilleures prestations et réussir en fait à tout accorder pour que ce soit un intérêt commun pour tout le monde. OK, OK, très clair. Voilà.
Et à ce moment-là, les jeux vidéo sont pas du tout dans ta vie. Les jeux vidéo, c'était ton enfance. Ben, en fait, moi j'ai commencé enfin je suis un geek, déjà j'ai commencé petit, j'arrêtais pas de jouer à la Mega Drive, enfin moi j'étais team Sega, pas team Nintendo, donc Ok. je jouais à tous les jeux de rôle et tout sur, la Mega Drive. J'ai même eu la Saturn. Mais surtout en fait ce qui a drivé ma vie, c'est les cartes de jeux à collectionner. Ok. Je suis un fan, Lesquels en particulier? Ben, en fait j'ai commencé en 93, j'ai commencé les cartes Magic et ensuite en 96 j'ai commencé Pokémon. Et j'ai commencé à faire des deals et commencé à gagner de l'argent avec les cartes à partir de l'âge de, je sais pas moi, 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans, Tu 98. faisais de l'achat-revente dans la cour de récré ou... Non, non, dans le Ouais. magasin, à Marseille, magasin, ouais, j'allais ouais. au magasin, je faisais l'achat-revente, Mm. et à l'âge de 16 ans, ma mère, elle m'a donné l'autorisation de découcher de la maison pour aller, en fait, à Lyon pour le premier tournoi. J'avais 16 ans. Ah, trop bien. Et donc, en fait, j'avais fait un week-end. J'achetais, je vendais des cartes, j'avais gagné 1000 euros, je crois, 950 ou 980 euros, un peu moins de 1000 euros. Premier événement extraordinaire. T'imagines, t'as payé ton train, t'as payé ton hôtel, t'as payé ta bouffe, et il te restait presque 1000 euros en Ouais. week-end. C'est génial. Ah, j'avais 16 ans, j'étais comme un fou. C'est déjà un premier projet Je me entrepreneurial. suis jamais arrêté, enfin, jusqu'à 36 ans, j'ai fait ça pendant 20 ans. Donc, au début, d'une manière un peu roublard, un peu, tu sais, avec le petit classeur, j'en avais un. Ensuite, j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé, avec qui je suis toujours associé aujourd'hui. Un mec, Comment il s'appelle? Nicolas. Nicolas. Extraordinaire, Bon, extraordinaire ce mec. Et à la base, on a essayé de faire un deal et ça marchait pas. Et tout de suite, j'ai compris que je pourrais jamais faire un deal avec lui, mais c'était une bonne chose, tu vois. Ouais. C'était le genre de mec avec qui tu peux travailler, mais pas avec qui faire des deals. Et ouais, donc de fil en aiguille, on a commencé un peu d'une manière un peu sauvage. Et après, bah, On se situe à quelle époque là? là, j'ai 16 ans. Ouais. 16 ans, ça veut dire qu'on est dans les années 2000. Ouais, ok. Pile dans les années 2000. 2000. Et je vais me professionnaliser en 2000, 3 ans. Ouais, c'est 2007, je pense. Ok. 2007. Ok. À 22-23 ans, on va monter une première structure. 22 ans, ouais, j'ai monté ma première structure, ma première boîte. Donc dans les cartes Ouais. de jeu. Ok. Ah ouais. Dans les cartes de jeu où je faisais donc, je faisais en fait de l'achat et de la revente de cartes de jeu. Ok. Ce qui va en fait m'amener dans quelque chose de beaucoup plus large. Donc en gros, je vais me débrouiller pour pouvoir en fait faire des événements, un événement par mois, en Europe généralement, parfois aux US. Et donc en gros en fait, ces événements s'appellent les grands prix. Et ces événements sont extrêmement importants. Alors certes, c'est des événements qui vont prendre 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, avec un jour de prépa avant, un jour de prépa après, mais tu peux pas en faire ton métier. Mmh. Donc ça va être, on va dire, exactement au même moment que je suis dans cette partie cinéma-spectacle. Ouais, ok. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Ouais, c'est un side business du coup, Ouais. enfin une side activité. Side activité qui va te permettre en fait déjà d'entreprendre, de comprendre un peu comment gérer un stock, comment gérer de l'argent, comment payer tes premières factures, ton premier URSSAF. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces 3 jours de Grand Prix? Il y a plein de fans du pays ou de la localisation où ça se passe qui C'est ça. viennent pour s'échanger des cartes ou... Ouais, ils font en fait, en gros, les grands prix, tu payes un prix d'entrée pour pouvoir jouer. Tu as un prize pool qui est donné donc par la société Wizard et où donc les gens ils vont essayer de choper donc les places pour le day 2, donc le deuxième Ouais. jour, et derrière en fait grappiller pour gagner, on va dire les pool price en fait qu'il va y avoir sur les meilleurs joueurs, donc le top 64, top 128. Donc tu as généralement 1500 personnes qui viennent. Et dedans, dans ces 1500 personnes, tu as plein de gens qui viennent faire des tournois extérieurs, qui vont peut-être pas se qualifier, mais qui viennent pour découvrir. Donc, qui viennent soit pour faire des échanges, soit pour acheter. Et tu as des stands, et nous, on avait un stand, et où les gens, ils achetaient, ils vendaient, et ça représente un volume extrêmement important sur les cartes de la collectionner déjà à l'époque. Ok, waouh. Et du coup, donc, tu as toute ton organisation, tu viens avec ton camion, tu préparais en fait tes vitrines, tu allais vendre tes cartes à l'unité. Ouais. Faut savoir que, tu vois, les cartes Magic... aujourd'hui, tu as des cartes qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros la carte. Centaines de milliers d'euros. Ouais, Et à l'époque, c'était... À l'époque, c'était, alors ça fait que évoluer. À l'époque, on se parlait, on va dire, de cartes qui valaient en moyenne, nous, on vendait généralement des cartes qui valaient entre 20 et 500 euros à peu près. De temps en temps, tu avais quelques cartes qui valaient peut-être plusieurs milliers d'euros. Oh, déjà. Déjà à l'époque, Ouais. il y avait des cartes qui sortaient un petit peu du lot, tu vois. Ouais. Mais au fur et à mesure, ça a fait que monter et ça s'est accéléré dans les années post-Covid, Ouais. où ça a atteint vraiment des sommets, mais ça allait très très vite. En 2010, tu avais un cap. Pourquoi?
C'est en gros, en fait, le Covid, il y a eu un phénomène assez intéressant sur, les produits qui étaient neufs et scellés où, beaucoup d'influenceurs ont ouvert, en fait, en live, en fait, ces boîtes-là. Ce qui a créé, on va dire, une certaine euphorie et les produits scellés, en fait, sont numérotés, elles sont limitées. Pas numérotées, elles sont limitées. Ce qui veut dire que, imaginons qu'il restait à l'époque, 2 000 boîtes scellées de première génération, bah, quand on ouvre 1 000, il en reste pas 1 500, tu vois? Ouais, Il en reste 1 000 et ainsi de suite et tu vas faire que descendre et tu vas te retrouver au final avec les derniers survivants ouais. et au OK. moins il y en a, au plus c'est cher Ouais, OK. et donc c'est aussi une question d'offre et de demande et tu as aussi un système de bulles où il y a des euphories à un moment donné, Grâce aux cycliques. réseaux sociaux aussi qui ont Exactement, les réseaux sociaux, les à un moment donné, quand la crypto-monnaie a explosé, forcément, il y a eu en fait, du refuge où les gens ont acheté donc, des montres de luxe, ils ont acheté aussi des cartes de jeux à collectionner et donc, les cartes ont aussi, suivi la même embellie. Donc ouais, extrêmement intéressant. Enfin, c'est passionnant, vraiment, c'est une ouais, vie. C'est c'est une vie, je te incroyable, jure, ouais. c'est une vie. Tu en as encore toi personnellement, Ouais, plein, Génial, plein, 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 plein. Ouais, ouais, belle moi collection. j'ai des trucs, bah, c'est ce qui m'a permis, enfin, ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu essentiellement avec des cartes, hein et c'est aussi ce qui m'a permis de Ouais, lancer Cross, mais ça, je t'en parlerai ouais, après. ça marche. Mais ouais. On va pas divulguer ton adresse alors si tu as une belle collection à la Oh non, maison. mais c'est même pas ici, ce que j'ai ici, c'est pas grand-chose, j'ai quelques petites cartounettes qui OK. Et du coup, tu post-études ou ouais, en même temps, tu, bosses pas mal sur des productions, ouais, heu, audiovisuelles. Tu as aussi encore cette d'activité, de tournois, de grands prix, à organiser où tu participes avec ton associé. c'est ça. Hem, Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Tu choisis Non, une je choisis direction? rien du tout. Je choisis rien du tout. En fait, ça me tombe dessus. Je vais apprendre que je vais être papa. Ah ouais, OK. Et là, donc en 2010, je me dis: «Mais comment je vais faire?» Mmh. Enfin, l'intermittence du spectacle, c'est trop chronophage et mis à part aller à la capitale ou même aller à l'étranger parce que j'avais des opportunités pour aller ailleurs, mais c'est compliqué après pour avoir une vie de famille et je l'ai vu moi avec tous mes copains qui étaient intermittents. Beaucoup d'entre eux, ils avaient eu beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui n'était pas dans l'intermittence et même enfin, après il y a eu des choix qui sont arrivés très rapidement et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Parce que j'ai envie de partir, et je me suis dit: «Bon, peut-être en fait repartir, on va dire from scratch, mon business des cartes, il est bien, mais, il sera pas, on va dire, scalable, de la manière où j'aimerais le faire». Et on est sur du marché de niche. Mmh. Ah, les gens qui jouent aux cartes déjà collectionnées, tu en as 2 sur 100. Qu'est-ce qui est dans tous les foyers? Qu'est-ce qui est un marché où tout le monde voudra tout le temps en fait de ce produit-là? Je me suis dit: «Attends, gaming, gaming, c'est trop bien». Et en fait, en 2011, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est génial. Il faut absolument que je commence à creuser, cette partie gaming» et j'ai commencé à faire des brocantes et me spécialiser dans le gaming. Franchement, ça allait très, très vite, hein. Fin 2011, début 2012, en 1 an, ma fille est arrivée, j'ai commencé, on va dire, à acheter et vendre en fait, des jeux que j'ai Ouais. achetés dans les marchés. Et donc ce que tu faisais dans les cartes, tu l'as commencé à le faire dans les Exactement. jeux vidéo? J'ai répliqué, dupliqué. Ma maman m'aidait en plus, à faire les colis et donc de temps en temps, j'avais encore des tournages, donc j'ai continué les tournages jusqu'en 2013. J'avais en fait vraiment, réussi à avoir un bon business qui commençait à tourner. Et Mmh, si on s'arrête là 2 secondes, ouais, donc les jeux, tu allais les trouver comment, 3 heures du matin, je me levais, j'allais sur le site en fait avec tous les vides-greniers, je faisais la liste et j'allais super tôt avec ma petite frontale et je demandais aux gens: «Ah, vous avez des jeux?» Et je grattais et je m'étais fait un super réseau et en fait et dans la région ou partout en non, France, non, que dans la région. Je OK. faisais que dans la région et je faisais à peu près 3 heures, 11 heures. Ouais. Donc tous ceux que je connaissais, tous les marchés aux puces, tous ces trucs-là, je faisais tard et la plupart des gens me laissaient de côté en fait Mmh. les produits et ensuite, les ceux que je connaissais pas ou qui étaient, on va dire, assez, rares, tu vois? Celui de Ouais. Aix, tous les vides-greniers qui apparaissaient 1 fois ou 2 fois par an, eux, j'essayais d'optimiser en me disant: «Bon, OK, là, il faut que j'y aille, il y a peut-être des petites opportunités, des petites pépites» Mmh. et j'ai trouvé des pépites, ouais. OK. Et comment tu savais si c'était une pépite ou pas? Tu Le connaissais bien tous les jeux? l'événement? Non, les jeux, ouais, les jeux, franchement, alors, mon truc, c'est d'associer un prix à une image. Je suis très bon pour ça. Mmh. Je peux mémoriser des dizaines de milliers de références, c'est ce que j'ai fait pour les cartes et donc du coup, tu me montres des jeux, je regarde des cotes et
une seule fois, ça me suffit largement. J'ai pas Ouais. besoin de revoir. Ouais. Si je sais que, tu vois, tel jeu sur Super Nintendo, ça vaut tel prix en boîte et notice, c'est fini. Ouais. Et après, bah, c'est toute une question aussi de prix d'achat. Donc, j'achetais des consoles, j'achetais des cartouches de jeux vidéo un peu vintage. En fait, j'achetais tout ce que je pouvais, qui était donc lié aux jeux vidéo. Et ça a duré 2 ans. Ok. Et la partie vente, du coup, là, tu vendais en eBay. physique ou eBay? Ouais, Ouais. eBay. Ah, Je c'est faisais vrai. que sur Il y avait du eBay. trafic gratos. Ah ouais, eBay, je payais mes commissions, trop bien. Ouais. Et 2013 en plus, c'est là où j'ai découvert Amazon, et en fait, je crois que ma vie a changé à ce moment-là. Ouais, ok. Ah. Ouais. Comment enfin, Amazon en 2013, ils en sont où? Ils sont encore que sur les livres ou c'est Non, déjà... ils avaient déjà commencé la marketplace, Mm. les vendeurs avaient commencé à se positionner. Le truc, c'est qu'ils vendaient pas des produits d'occasion, il fallait vendre du neuf. Ouais. Et moi, j'avais que de l'occasion. Donc, j'avais déjà un joli stock Ouais. de jeux, beaucoup, des belles pièces là, que je vais trouver. Ouais. Si je fais 2 vides-greniers, il pleut et il y a rien, Mm. ton chiffre, il va prendre une claque. Ouais. Même si les gens te mettent de côté, bah, c'est pas la même chose que l'été où tu sais que tu vas avoir pas mal d'opportunités. Dans l'intermittence, il y a de la saisonnalité aussi. Et moi, je voulais plus de la saisonnalité. Ouais, Je je voulais pouvais plus. lisser. Ah ouais, moi, je voulais être sûr. Et donc, ouais, j'ai Et commencé. Amazon, en plus, du coup, ça t'ouvre l'Europe, quoi. Ça, ouais. Enfin, parce que tu peux livrer. Au début, j'ai commencé par Espagne, Allemagne. Et franchement, c'est assez fou parce que tu te rappelles de Virgin Megastore? Ah ouais. Ok, en mai 2013, donc il y avait l'annonce de la fermeture. Et l'année, donc en 2013 et l'année d'avant, j'étais devenu très copain avec plein de magasins, Micromania, Fnac. Et donc j'avais l'habitude de faire des soldes, en fait, d'acheter les produits et d'attendre. Ouais. En gros, en fait, ce que je fais, c'est que j'achète des produits que je considère être bons sur le futur, avec un vrai potentiel, et je me dis, bon, bah ça, c'est bien, c'est Sony, qui aura sûrement toujours des Sony plus tard, c'est sûr et certain qu'un jour, tout ce qui est... C'était des journées de déstockage un peu. Que des déstockages pendant ouais, les soldes, ouais. et j'achetais que des IP. Ouais. Dès qu'il y avait des jeux qui avaient une IP, un Assassin's IP, Creed, c'est une propriété donc, intellectuelle, ouais. dès qu'on a une propriété intellectuelle ou un truc avec un potentiel, un Shrek, n'importe quel truc qui sentait bon, où je savais qu'un jour ou l'autre, un Star Wars, ça pouvait repartir, ou un Final Fantasy, t'es sûr que j'allais l'acheter. Et en vrai, j'attendais. Ouais. Et je coffrais. Ok. Sur le coup, personne n'en voulait parce que, bah, il y en avait plein. Le prix, il était bas. Et en fait, c'est une question de patience, un peu comme j'ai fait avec les cartes. Donc, en gros, j'ai reproduit le même modèle économique. C'est un cycle. Ce que tu as acheté, par exemple, en 2013, je sais pas, un Shrek, par exemple. Il peut se passer combien de temps avant qu'il y ait une hype et de la rareté autour de ce produit? Alors, déjà, il faut de la place. Ouais. Et des fois, en fait, sur un cycle, ça peut prendre 2 ans. C'est quasiment le plus court, entre 1 an et demi et 2 ans. Ouais. Et parfois, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Je te donne un truc tout con, Skylander. Ouais. J'ai acheté des boîtes Skylander, personne n'en voulait, j'en ai pris des palettes et des palettes. Des palettes. Ouais, des palettes. Wow. Mais genre, des palettes, tu peux même pas t'imaginer combien j'en ai. Même maintenant, hein. Ouais. Et là, maintenant, ça sent trop bien. Ok. Trop content, tu vois. Donc, donc tu l'as toujours aujourd'hui, du coup, cet free agent, ouais. complètement. Oui, je l'ai toujours. Non, mais ça a atteint des chiffres extrêmement importants. Ok. Vas-y. Vas-y, non. Non, vas-y. Justement, j'aime bien poser la question, comment t'es arrivé à tes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires? Toi, c'est arrivé à quel moment, du coup? Ouais, c'est arrivé, je crois que c'est comment j'ai fait mes 500 000. C'est même pas 100. En fait, en gros, première année, j'ai fait... Ça, c'était quoi, 2012, 2013? 2012, entre 2012 et 2013. 2012, j'ai lancé l'activité en auto-entreprise. J'ai fait 40 000 balles. Ouais. Entre 30 et 40 000. Donc, c'était, je commence par 1000 et à la fin, je fais 10 000 euros à la fin. Donc, j'ai tout réinvesti. Ouais. Et l'année qui a suivi, j'ai fait un demi-million. Ah ouais. L'année qui a suivi, fois 10. Et à l'année qui a suivi, j'ai fait 1,5 million. Et l'année qui a suivi, j'ai fait quasiment 3 millions. Pour les 500 000, t'avais Amazon à ce moment-là? Ouais. Et c'est à partir d'Amazon que ça a explosé. Okay. En gros, je crois que c'est le premier tournant, le premier gros deal que je fais dans ma vie. C'est que, donc, à l'époque, les magasins Amazon, j'adore cette histoire. À l'époque, les magasins Amazon, donc, ferment. J'avais trouvé un deal avec celui de Marseille qui m'aimait bien. Il m'avait laissé acheter des produits. J'avais acheté pour 20 000 balles de produits, moins 70%. Il y avait des casques Beat by Dre, il y avait des ordinateurs. Là, c'est même plus jeux vidéo. C'est je prends tout. Dans le matériel. À tout ce qui est à moins 70%. Tout pour pas acheter. Et donc, avec Amazon, j'avais la possibilité de le revendre tout de suite. Donc, ça, c'était bien. Donc, ça m'a permis d'avancer. Et ensuite, le deuxième, en fait, Virgin Megastore, lui n'ouvrait pas le lundi. Et il ouvrait le mardi. Et les gens étaient devenus complètement fous. À 6 heures du matin, j'avais réussi à arriver avant. À 6 heures du matin, j'arrive devant l'entrée. Il devait y avoir quoi? 200-300 personnes facile qui attendaient comme ça devant la porte.
Et donc, on fait rentrer en amont avec mon équipe, on était 6-7 et donc l'idée, c'était qu'on mette de côté ce qu'on allait acheter, donc je parlais avec le responsable, j'étais jeune, ouais, j'avais même pas 30 ans, hein. Et j'avais peut-être 26-27 ans, ouais. Et du coup, je vais voir donc le responsable en lui disant: «Écoutez, voilà, moi, si vous me donnez la possibilité, je peux vous racheter, une grande partie du magasin». Il regarde comme ça, il sourit, il me répond même pas, il part. J'ai dit: «Non, mais sérieusement», je lui dis: «Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est violent, enfin, les gens, ils sont extrêmement agressifs, enfin, ça va crier, voler, il va se passer des trucs de fou et au cas où, bah, vous le savez, donc nous, on arrive Ça, c'était avant l'ouverture. juste avant l'ouverture, Ouais. donc on arrive, on commence à prendre des caddies, on met les produits et là, les gens, ils tapent sur la vitre, ils hurlent: «Je vais te crever, touche pas, c'est à moi!» Et donc on était là et je dis: OK. Il me dit: «Tu vas passer en caisse?» Je lui dis: «Mais jamais de la vie, j'ai pas envie de me faire lyncher». Je lui dis: «Même si on est 8». Je dis: «Vous avez des vestes?» Il me dit: «C'est-à-dire?» Je lui dis: «Bah, on va faire les vendeurs». Et donc ils mettent les vestes, les gens se calment et en fait, on est resté dans le magasin à faire les vendeurs. Et donc quand le magasin a ouvert, on avait déjà mis de côté tout ce qu'on voulait et en fait, on a fait du service à la personne et on conseillait les gens et là, en quelques minutes, c'est parti en vrille totale. Les gens sont rentrés, volaient des casques, hurlaient: «On est des casseurs». 1er vigile qui court derrière quelqu'un, 2e, 3e, C'est des cool. gens qui se font Mais traîner vous, par vos terre. achats, elles étaient dans des caddies un Ouais, peu ils mis avaient de côté. Ouais. De côté, c'était dans l'arrière-boutique. Et pourquoi vous avez mis votre veste de vendeur pour pas qu'on vous court après ou Ouais, pour avec avoir des la problèmes. marchandise Bah, pour rester en fait, on reste tant qu'il faut, on reste et ensuite, bah, ça a évité en fait tout problème possible et imaginable. Ouais, J'ai même une vidéo sympa de ça. sympa. Ouais, j'ai Tu gardé me la ça. partageras. Ouais. Et du coup, à partir de là, le magasin écrit: «Petit! Petit!» Elle me dit: «Viens», elle me dit: «C'est vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure?» J'ai dit: «Je vous ai dit quoi tout à l'heure?» Elle me dit: «Que tu pouvais racheter une grande partie du magasin?» Je lui dis: «Oui, monsieur». Et là, je lui dis: «Merde, comment je vais faire? J'ai 20 000 balles avec moi». Je lui dis: «Je peux pas acheter grand chose avec 20 000 balles. On est 8. Et je décide de faire un truc. Mon premier vrai coup, je vais sur Facebook et je dis aux gens, je dis: «Bah, écoutez, voilà, chaque personne qui me connaît, j'ai besoin d'argent pour une opportunité, je suis en train d'acheter un stock, chaque personne qui me prête de l'argent, je vous rends votre somme dans 1 mois avec 10 en plus». Et là, contre toute attente, j'ai récupéré une somme phénoménale. Je crois que j'ai récupéré, ouais, peut-être 6 chiffres, quasiment presque 100 000 €. Waouh. Donc des gens qui Levée de viennent, fonds en des gens live. qui sont venus m'apporter leur carte bleue. Alors, c'était rigolo parce qu'on était tous Ils sont avec venus au magasin? tous au magasin. Ils Ah sont ouais. tous venus à plan de campagne et j'avais un cahier. J'ai toujours des cahiers avec moi. J'avais un cahier. J'avais noté, en fait, le code de la carte. J'avais des post-it pour chacune des personnes. Il me dit: «Bah, alors, tu peux prendre 2 000 sur celle-là, 3 000 sur celle-là». Et donc, ils étaient venus avec des espèces et tout. Je fais: «Waouh, comment je vais m'en sortir?» Ça allait vite. J'ai eu des copains qui me connaissaient, qui me disent: «Bah, écoute, vas-y, on te donne un petit coup de pouce». Il y a combien de personnes qui sont venues au final? À peu près, il y avait une vingtaine de personnes, je pense, à qui j'ai OK. et donc du coup, je Et leur ai genre, fait tout se passe en live, quoi. Tu écris sur Facebook et une j'écris sur demi-heure ou 1 heure Facebook, plus j'écris tard? sur Facebook. En fait, de fil en aiguille, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé un DM et ensuite je leur expliquais un peu la situation. Je dis: «Voilà, franchement, l'opportunité, elle est en or. Je suis devant le magasin, il y a ça, 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 ça». Heu, En plus de ça, enfin, il y avait des gens aussi avec qui je faisais des deals de cartes, qui me connaissaient de l'époque et qui savaient que j'étais sérieux. Une réputation déjà Ouais, de je crois que c'est ça le plus important, c'est ouais. la réputation. Et donc du coup, franchement, jamais de ma vie j'aurais pu le faire s'il y avait pas tout ce soutien. Et donc du coup, même pour le transport, incroyable. Donc pour le transport, en fait, comment je fais pour transporter tout ça? Ouais. Comment tu fais? Donc j'appelle un copain à moi qui est transporteur, je lui dis: «Vas-y, je te donne des cartes». Il me dit: «Allez, ça va». Et j'ai pas de local pour mettre tout ça. J'avais un petit local, mais impossible de mettre tout ce que j'avais acheté. Et à ce moment-là, il y a 2 entrepreneurs marseillais qui sont ultra connus maintenant, qui ont, les plus gros, au, au coworking, ouais, Ouais. à Marseille, qui, avaient un local et ils ont, comment ça s'appelle? Un ciel, c'est attends, ça m'en Le revient. Babel? Babel, ouais. Ah OK, Les les 2 propriétaires de Babel. fondateurs de Ouais, Babel. ils étaient OK. de Romed aussi, Community. Et je leur dis: «Bon les gars, est-ce que, enfin le local là, j'aimerais bien l'acheter. Est-ce que vous pouvez me le laisser et heu et je m'engage à vous l'acheter le mois prochain?» Part en fou, il me dit: «Mais comment ça?» Je dis: «Bah, vous me laissez les clés parce que je dois stocker plein de trucs, mais moi le mois prochain je vous l'achète». Et il me dit: OK, mais il te les faut quand?» Je lui dis: «Maintenant». Il me dit: «Tu veux les clés maintenant?» J'ai dit: «Ouais». Et je te jure, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit: «OK, pas de problème» et je leur ai acheté le mois qui a suivi. Attends, c'est assez rare quelqu'un qui achète la moitié d'un Virgin Non, Megastore. mais tu sais quoi? C'était un truc de fou. Il y avait des coffrets DVD, Les Inconnus, Game of Thrones, je me rappelle comme si c'était hier. On les payait moins de 10 €, on les vendait à 50 € sur Amazon. Mon chiffre a littéralement explosé. J'ai remboursé tout le monde
en moins de 15 jours. Wow. Moins de 15 jours. Moins de 15 jours. Donc t'as acheté en gros pour 100 000 euros de marchandises, puisqu'on t'a prêté 100 000 euros. Ouais. Sauf que je vendais plus cher que le prix qui était affiché au Virgin. Ouais. Donc x5. C'était moins 70%. Donc tu faisais un x3, mais on avait fait x3, x3 et demi. Okay. Et en fait, on avait des produits, par exemple, les casques Beats à l'époque. Alors, je vendais à 3,99, on les payait même pas 100 euros, tu vois. Wow. Et donc, ils étaient un peu moins chers à Virgin que sur le prix, en fait, vendeur de référence. Alors, c'était l'euphorie à l'époque. Tu pouvais vendre tout ce que tu voulais sur Amazon. Quelques années plus tard, après, ils ont commencé à bloquer quand t'étais pas, on va dire, fournisseur agréé et autres. Mais à l'époque, tu pouvais même vendre des Macs. Et donc, tous les produits étaient neufs. J'avais eu aucun problème de retour. Wow. Et 2 semaines, t'as tout écoulé, quoi. Franchement, j'ai écoulé une bonne partie. Ouais. J'ai écoulé au moins 30% qui m'a permis de rembourser, 35% qui m'a permis de rembourser tout le monde. Le premier mois, ça m'a permis d'achat, de l'argent de côté pour acheter mon premier local. Et ce coût qui était un coût hors du commun, parce qu'il y avait aussi l'achat que j'avais fait dans l'autre Virgin, est devenu un petit coût plus tard. Mais c'est ce coup-là, en fait, c'est le petit Virgin qui m'a lancé. J'ai acheté pas mal de trucs et à partir de là, j'ai fait que acheter, en fait. C'est une histoire de dingue. Ouais, je te jure. On pourrait faire un film là-dessus. Ouais, c'est une histoire vraie, en plus. C'est incroyable. Mais je te jure, c'est un truc de fou parce que j'avais acheté mon premier local à des copains dans la rue. Et en fait, je me suis dit, là, il y a le deuxième local qui est dans la rue. Mes parents, ils habitaient à 500 mètres, même pas. Je me suis dit, attends, c'est top. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi. Et j'ai commencé à acheter des locaux tous les ans. Okay. Tous les ans, j'achetais des locaux, j'agrandissais. Alors, au début, on était 3 dans l'équipe. Et Free Agent, ça a pris un essor, mais de fou furieux. On est passé de 3 à 5, 7, 8. Et là, tu rachètes des locaux, il y a de la croissance. Et sur quel modèle? C'est encore de l'achat? Achat-revente. 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 Mais assez large. Que du neuf. Okay, du neuf. Mais je fais du gaming, sauf que de temps en temps, je m'autorise, on va dire, des produits, on va dire, un peu, exotiques. Mais bon, voilà, tu vois, des produits quand c'est des marques comme Bose, quand tu achètes du Marshall, quand tu achètes, en fait, de la high-tech un peu. Ouais, t'achètes des produits, on va dire, vraiment pas trop chers. C'est des produits sur lesquels, à la base, il n'y a pas de marge. Tu vois, une console de jeux vidéo, t'as 6% de marge. C'est tout petit. Tu gagnes pas ta vie en vendant. Et sur des produits où t'as déjà un moins 70% dessus, et que ton prix, en plus, il était inférieur au prix affiché, donc t'es à peu près à 80%. Je faisais un peu de la vente privée Tu y arrives. Et c'est là où, en fait, un soir avec ma femme, qui me dit, mais écoute, tu vois ce que tu fais là? Elle me dit, tu connais le site de vente privée? J'ai dit, ouais. Elle me dit, si tu faisais un site de vente privée, en fait, pour les mères de famille qui voulaient acheter des jeux vidéo. Elle me dit, toutes les mères, tout le monde voudrait acheter des jeux vidéo pas chers. Je dis, c'est pas con. Elle me dit, ouais, tu fais un site de vente privée, tu copies le modèle de vente privée, tu refais vente privée, mais que pour le jeu vidéo. Et donc en 2013, fin 2013, ça commence, 2014, ça se lance, et c'est elle qui m'a donné l'idée de monter Russian Game. Et là, je l'ai poussé à l'extrême, tous les mardis, nouvelle vente, on vendait des jeux pas chers, 10 € le jeu, à des mères des familles, à des ménagères, à toutes les personnes, en fait, qui voulaient avoir des jeux, même des collectionneurs. Et ça a pris tout de suite. Wow. Voilà comment, on a scalé, on va dire, sur un business où on s'est dit, bon, on a du stock, mais bon, Amazon, c'est bien, mais je pourrais pas tout vendre sur Amazon. Ouais. Tu vois, quand t'achètes 200 fois un jeu, 300 fois un jeu, tu vas avoir, on va dire, des jeux qui s'écoulent à un par semaine, un toutes les 2 semaines. Si c'est pour passer la vie des rats et attendre 15 ans le temps de tout vendre, ou attendre qu'il y ait un événement. Mais si t'arrives, en fait, à trouver un moyen de rationaliser, t'achètes un produit à 5, tu le vends à 10 instantanément. Bon, il y a un jour. 7 jours et boum, on passait, en fait, sur des nouvelles ventes. Ouais. Et tous les mardis, on faisait des nouvelles ventes. Okay. Le mardi, c'est permis, donc on faisait des nouvelles ventes. Génial. Ouais. Et sur Amazon, l'avantage, c'est que, ou même eBay avant, c'est qu'ils t'apportent le trafic. Enfin, tu dois juste avoir le produit, le catalogue, puis Amazon t'apporte le trafic sur ton produit. Avec ton propre site, Russian Game, comment tu fais pour créer une audience, attirer du trafic? On avait réussi à faire un buzz énorme sur les réseaux sociaux, déjà sur les pages Facebook, sur les groupes, on avait mis un décompte, on avait bien fait le truc. Et franchement, on avait des produits un peu vintage, ça s'est su en fait chez la communauté des collectionneurs. Et les gens, ils sont venus, tout le monde essayait de regarder un petit peu les bonnes affaires. On avait des jeux de Dreamcast neufs, des Super Nintendo neufs. Et donc du coup, la promesse était forte. Ouais, et de temps en temps, en fait, il y avait des ventes qui popaient. Et après, tu vois, les gens, ils avaient un système de fidélité où, tu vois, ils venaient régulièrement. On était moins cher que sur Amazon, on mettait 20% de moins parce que c'était par rapport aux frais qu'on avait sur Amazon. Et la réalité, c'est que j'ai tout intérêt, moi, à payer moins cher, enfin, à mettre moins cher mes jeux et faire en sorte que les gens achètent chez moi, même à 20% de moins, que les prendre sur Amazon. Parce qu'il y a la commission de Amazon, c'est ça? Ouais, il y a la commission d'Amazon, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a tout un système, en fait, qui va devenir
qui deviendra de plus en plus complexe pour nous à gérer, c'est, toute la partie, on va dire, retour sur Amazon, c'est toute la partie, on va dire, qu'il va y avoir sur, les remboursements qui sont faits, tu vois, d'une manière assez arbitraire et ça va commencer à créer, on va dire, un vrai manque à gagner, au fur et à mesure. Ouais, tu t'es pas en contrôle en gros avec Amazon. Non, mais par exemple, tu vois, quand tu achètes un produit à 5 € hors taxe, produit à 10 € hors taxe que tu vends en fait à 20 € sur Amazon TTC, nous on gagnait à peu près un peu moins d'1 € par jeu. Mmh. Pourtant tu me dis: «Mais attends, mais il y a le double». Je dis: «Oui, mais tu as la TVA à payer sur les 20 €. Ton produit hors taxe que tu as acheté 10 en vrai, donc tu vas payer 12, mais derrière ça, même si tu récupères ta TVA derrière, tu vas avoir tes commissions d'Amazon de 20 Mmh. Tu as les frais de port aussi à envoyer, tu vois? Mmh. Donc il faut Ouais. aussi penser à tes frais en fait d'envoi, il faut que ça soit suivi parce que c'était pas des lettres suivies qui a mis un peu de temps pour avoir, on va dire, un bon modèle Mmh. et pour pouvoir en fait passer à l'étape supérieure. OK. Et ces soucis-là, tu les avais pas avec Ocean Game? Bah, Russian Game, c'était un peu différent, en gros, en fait, on savait nous que les envois, ils arrivaient tout le temps. Ouais, OK. Tu vois, des cas, tu pouvais envoyer en des envois simples, on n'a jamais eu de problème. On envoyait des centaines de jeux. Les Ouais. gens, ils recevaient leurs jeux, tu vois? Mmh. Le truc, c'est qu'Amazon, on avait un taux, en fait, de non-réception qui était complètement aberrant par Ouais. rapport à ce qu'on avait vraiment OK. envoyé. Donc on est passé par un système expédié par Amazon qui ont, eux, géré, en fait, toute la logistique. Au début, c'était nous qui le Ouais. faisions. Après, on leur a laissé pour qu'ils puissent gérer tous les SAV, toute cette Ouais. partie-là OK. et s'enlever, on va dire, s'affranchir de cette Ouais. partie-là. Tu m'as parlé du buzz, que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu connais bien Instagram. Aujourd'hui, l'algorithme a pas mal changé. De plus en plus difficile Que d'avoir changer. du reach, de faire des trucs viraux. Bah, Comment vous avez créé le buzz, sur les sociaux on pour est en 2000, si on veut apprendre à, voilà, faire un bah, buzz? déjà de une, je sais pas si ça s'apprend, Ouais, on est en 2014 et en fait, 2014 et aujourd'hui, ça a plus rien à voir. ouais, Même les vidéos YouTube, tous ceux qui connaissent un peu les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, il y a énormément de changements et maintenant ça va de plus en plus vite sur les changements. À l'époque en tout cas, je savais pas par quoi commencer. Je me suis dit: «Comment est-ce qu'on fait en fait pour pouvoir, hem» ramener, on va dire, et rameuter du monde. Donc du coup, on est allé dans plein de forums, de jeux où je regardais sur Facebook. À l'époque, c'était vraiment le réseau social qui était, très engageant mmh, et on prenait tous les réseaux où il y avait à peu près 500 personnes. On s'inscrivait, tu vois, dedans, on avait un compte, on parlait de temps en temps et on faisait pas qu'une bullshit annonce. On participait, on avait des gens chez nous, on donnait nos commentaires sur des, repères, sur des jeux, vintage et ainsi de suite et en gros, en fait, à un moment donné, quand, on avait une bonne petite réputation et qu'on était là depuis un petit moment, on laissait un petit message en disant: «Bah, waouh, il se passe un truc génial, il faut qu'il y ait 1000 personnes, on va dire, sur le compteur et dès qu'il y a 1000 personnes, ils vont annoncer, on va dire, la vente» et donc du coup, on a commencé avec 1000 personnes qui donnaient leur adresse mail et qui s'inscrivaient, en fait, sur le prélancement, en fait, du site et le OK, site ne s'ouvrait pas, on avait le compteur qui montait tant qu'on n'était pas arrivé à 1000. ouais. L'idée, c'était d'avoir une première liste avec 1000 personnes et après, en fait, d'inciter à débloquer, on va dire, des ventes, Mmh. débloquer des produits dès qu'on arrivait à atteindre un certain nombre de personnes. Putain, ce serait smart. Vous avez créé un fear of missing out, un sentiment d'urgence, Ouais et surtout que, ouais. tu vois, j'avais acheté des lots, avec des jeux de Master System à l'époque, des trucs mais de fou, Mmh. qui étaient complètement impossibles à trouver et je disais aux gens: «Bah, vous allez les avoir, mais il faut être un peu plus nombreux» et donc tout le monde était là, dit: Vas-y, viens, s'il te plaît, connecte-toi, ça te prendra 2 minutes, là, parce que si on atteint ce chiffre-là» et donc du coup, ça a fait venir un peu du tout venant et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi, en fait, tout de suite à cibler, on va dire, un type de profil. Mmh. On demandait, en fait, une petite question rapide, «Qu'est-ce qui vous intéresse comme console?» Mmh. et donc du coup, on savait que la newsletter qu'on faisait partir, on la faisait partir quand il y avait un intérêt, pour Mmh. que le taux d'ouverture soit plus haut OK. et pour m'éviter, en fait, de dire aux gens: «Je t'envoie tout le temps». Heu, Dès qu'on avait quelqu'un qui voulait tu avais segmenté ta base en tout de fonction suite. des consoles, Ouais, des profils. exactement. Donc quelle console tu préfères? Qu'est-ce qui est susceptible de t'intéresser? Donc OK. dès le début, tu mets, en fait, ton petit truc, tu coches, en Ouais. fait, ce qui t'intéresse Putain, super et tu smart. reçois, franchement, c'était tout petit, mais Mmh. mais ça allait vite et ensuite, hem, Et en t'avais quand même énormément de maturité business, de faire tout ça là, et ça, c'est naturel ou enfin, moi, je pense que comment ça s'appelle, tu hein, mmh, au début, tu vois, ça marche pas forcément et en plus, enfin, ouais, j'avais, 2013, j'avais 30 ans, 29 mmh, ans, donc déjà j'étais mmh, beaucoup plus âgé, ouais, j'avais ouais, déjà monté des trucs qui avaient bien ouais, marché ouais, tu raison. et après en fait on essaye, on a fait beaucoup d'A/B testing, on a fait Mmh, plein de tests, tu vois, mmh, sur les réseaux pour voir un peu ce qui flopait, ce qui marchait. À cette époque-là, j'étais pas sur Insta, j'étais mmh, pas, sur YouTube, j'utilisais vraiment Facebook comme mmh, outil. Il y avait pas ouais, de Snap, il y avait ouais, pas de Twitter, mais
quand je dis pas Twitter, c'est que ça existait, mais c'était pas, on va dire, le bon élément pour communiquer. Et ensuite, à partir de là, franchement, ça a dégommé à une vitesse. Et en plus, ce qui était bien, c'est que moi, j'avais peur parce que je me disais, mais comment je vais nourrir ces gens-là? Là, cette semaine, on va dire, j'ai quelques produits. Il faut bien que je mette au moins 10 à 20 produits par semaine. Mais 10 à 20 produits par semaine, parce que je faisais pas qu'une vente. Je faisais 2 ventes en même temps, minimum. Parfois, j'en faisais 3. Ça veut dire qu'il fallait que je trouve des nouvelles refs à chaque fois. Et donc, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Il fallait tout le temps trouver des refs. Et en un an, on a commencé à se poser des questions. Donc, on a lancé en 2014, 2015, ça a vraiment bien pris. Et là, 2016, je me dis, mais je peux pas continuer comme ça. Et c'est là où j'ai eu le changement, le gros shift de ma vie, tu vois. Gros shift. Comment... C'est quoi le shift? Ouais, c'est quoi le shift? Ouais, je me dis, bon... Comme dans un film, là, c'est pas... Je me dis, bon... là, ça marche. Le business, il marche. Mais je vais pas faire des déstockages toute ma vie de Carrefour à écumer les magasins, et ainsi de suite. C'est limité. T'es exactement au même niveau que tout le monde. Tu arrives pendant les soldes, tu vas charger des trucs. Mais bon, il faudrait que t'envoies plein de gens dans tous les magasins en même temps qui connaissent tous les prix de tous les produits potentiels à venir. Je suis sûr de ce que je vais acheter, mais pas sûr de ce que les autres vont acheter. Ils vont peut-être acheter des trucs qui vont pas être bien. Et derrière ça, même si je sais ce que je peux acheter, ça reste quand même un business qui est limité. La source, c'est quoi? Les éditeurs de jeux vidéo. Et en fait, à Juan-les-Pins, tous les ans, ils s'organisent un événement qui s'appelle IDEF, où t'as tous les éditeurs de jeux vidéo qui sont présents. Moi, je connais personne, mais genre personne de chez personne. Je me prends un joli costume 2016, l'été 2016, je tente ma chance et je vais là-bas. Et je vais taper à la porte de tout le monde. Et je dis à tout le monde la même chose. Je dis voilà, je suis représentant pour le site vente privée. Je dis pas Russian Game, je dis vente privée. Et donc, sur les 13, il y en a 11 qui me disent non, et 2 qui acceptent de me donner un rendez-vous. Ils disent ah, vente privée, bien. Sauf que quand ils se rendent compte du subterfuge que c'est Russian Game, l'un des éditeurs de jeux, Bandai, il se lève pour partir. Je dis attends, j'étais là. Parce qu'ils connaissent et pour eux, Russian Game, non, ils connaissent pas. Je m'en fous de ton site. Ils me disent vente privée, 4 milliards, je veux bien. Ils me disent mais toi, le petit bouseux de Marseille, je m'en fous toi. Je dis mais attendez, vous êtes là, vous voulez pas écouter? Et je me rappellerai toute ma vie. Il m'a dit bon, ok, vas-y, je t'écoute. Il me dit et ton business model là? Il me dit c'est comment ça marche? Il me dit regarde, voilà, le camembert, ça c'est Amazon, c'est Discount, ça c'est la Fnac. Il me dit comment t'es où? Je dis bah moi je suis ici. Il me dit t'es pas dans le camembert? Je dis non. Moi je crée en fait une envie spontanée aux gens pour acheter un produit. Elle me dit tu voudrais faire quoi exactement? Je dis bah moi j'aimerais proposer en fait des jeux, les nouveaux jeux, mais pas à 69,90. J'aimerais les proposer en fait à un tarif canon, mais juste sur la semaine de lancement et après j'arrête. Je les prévends, je fais de la précommande. Ouais. Donc il me dit ok, très 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 sceptique. Je lui dis je peux commencer par une belle commande et franchement le moindre. Il faut savoir que sur cette partie-là, j'ai gagné 1 euro par jeu. J'en perds 1, il m'en faut 50 pour le rembourser. Okay. Imagine l'angoisse du truc. Et donc j'avais acheté une commande de 1000 jeux, c'était Dragon Ball Z Xenoverse 2 sur PlayStation 4. C'est comme ça en fait que ça a commencé. Et à partir de là, ça s'est trop bien passé. J'ai fait mes commandes, il m'avait fait le même tarif qu'Amazon. Pourtant, tu vois, avec des quantités, tu vois. Donc 1000 jeux. Ouais, 1000 jeux. J'avais négocié un bon tarif. Je sais pas si c'est exactement le même tarif qu'Amazon, mais en tout cas, j'avais eu un bon tarif. Et à partir de là, tout s'est lancé. En fait, mon idée depuis le début, c'était pas de vendre et de faire du chiffre. Mon idée depuis le début, c'était de faire du déstockage. Pour faire du déstockage chez un éditeur de jeux, il fallait montrer patte blanche et avoir un certain volume d'affaires. Tant que t'avais pas ce volume d'affaires, oublie. Et donc, Capcom a accepté. Ensuite, trouve l'audience. Bandai a accepté. Et en fait, à chaque fois, je dis, regardez, je travaille avec eux. Et en fait, en même pas 1 an et demi, je crois que je travaille avec quasiment tous les éditeurs de jeux. Wow. Tout le monde. C'était qui, en l'occurrence, le premier qui... Bandai, ok. Merci, Christophe. On le salue. Merci beaucoup. Et donc ça, c'était en 2016? Ouais, 2016. 2016, entre-temps, j'avais trouvé d'autres... Et c'était toujours sur ton site Russian Game? Ouais. Okay. Ça, je faisais que sur Russian Game. Je vendais pas sur les... En fait, j'avais pas le droit de vendre ailleurs que sur Rush. Mais de toute façon, c'était pas possible. C'était j'avais tellement pas de marge. J'avais 1 euro de marge. Mais par contre, on avait fait un concept, c'est jour de la sortie, le jeu est chez toi. On l'envoyait 2 jours avant, et le jour de la sortie, tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Moins de 50 euros, 48,90. Exceptionnel. Sympa. Et donc, quand t'as un jeu qui est à 69,90, tu faisais une économie. Et nous, notre but, c'était juste de nous faire connaître et de créer du flux et du trafic. Et ça a explosé. On a commencé à acheter chez eux, chez d'autres éditeurs de jeux. Et en fait, on a eu accès à du déstockage. La réputation, elle a commencé à grandir. Et à partir de là, en fait, en 2016, on avait généré
Ouais, c'est ça, entre 2015 et 2016, on avait généré tellement d'argent que je me suis dit: «Bon, ça c'est cool, mais c'est quoi la prochaine étape?» Et justement, avant d'aller à la prochaine étape, donc Russian Game, tu commences en Je 2012-2013, commence en 2014, ouais. 2014, point de bascule avec les éditeurs de logiciels 16, 2016. ouais. De 2013 à 2016, c'est quoi un peu on a parlé des premiers 40 000 € que tu avais Ouais, fait tout 40 seul, 000 puis 2012, 500 000 ouais. 2013, 1,5 million, à peu près, quasiment 3 millions. Donc là, on était entre 3 et 4 millions, tu vois, sur, Alors, et tout ça, tout seul, quoi, ouais, sans, rien, rien, juste, autofinancé. tout en autofinancement, pas de crédit, on avait acheté des locaux C'est vrai, et aucun crédit aussi. C'est vrai que le business model, du coup, de la vente privée, il est intéressant, c'est ça? bah, en fait, nous, on avait la chance, en Tu fait, sais, moi, j'étais chez Voyage Privé ouais, et chez eux, le modèle est intéressant en trésorerie parce que le client achète le voyage, mais Voyage Privé paye l'hôtelier au moment où le voyage se fait. alors nous, c'est pas Donc, pareil. ah ouais, OK. Nous, c'est la douille. OK. Moi, j'achète le produit avant de le vendre. Ouais. Si je me plante, je me casse les dents. OK. Sauf que comment ça s'appelle? On avait déjà fait, en fait, notre petite expérience, par le passé et on savait ce qu'on allait proposer. Donc, on avait des quantités et quand c'était sold out, c'était sold out. Donc dès que j'étais pas sûr, je prenais des petites quantités, en tout cas ce que je pouvais prendre et quand j'étais sûr de moi, je faisais un all-in sur certains produits. OK. Et donc du coup, Tu dois avancer la trésor, quoi. j'avance la trésor Ouais. et ça, OK. c'est compliqué. Et ça, tu l'as grâce à tes jolis coups d'avant. Ouais, ouais, exactement, Ouais. exactement. OK. C'est juste Et c'est de juste la de la rentabilité aussi de ton ça business. avance, c'est bien Mmh. et en fait en 2015 à peu près, donc pareil, au même associé donc Philippe Nguyen, avec qui j'ai monté Pixel Art juste après, qui me dit: «Écoute, c'est bien ce qu'on fait», il dit: «Mais c'est pas l'enjeu, Mmh. c'est pas nous». C'est vrai, il me dit: «C'est bien beau, tu vends des jeux, mais tu es un commerçant en fait». Ouais. Il me dit: «Est-ce que c'est ce que tu veux faire tout le temps?» Il me dit: «Parce qu'il y a moyen de faire un autre truc», tu vois? Et je lui dis: «Je t'écoute». Il m'a dit: «Là, il faut qu'on passe sur l'édition de jeux». Je lui dis: «Tu as des idées?» Il me dit: «Bah ouais, j'ai des idées». Il me dit: «Des nouveaux vieux jeux». Mmh. Et là, tout est parti. Mais ça allait trop vite. En gros, en fait, Ah, et juste, du coup, Philippe, pardon. on avait parlé de Nicolas avant. Ouais, Donc là, c'est un nouvel associé. lui, c'est l'associé phare. En gros, Nicolas, c'est le jeu vidéo et Philippe, c'est le jeu vidéo. Mmh. Et Philippe, pour la petite anecdote, hem, Ah, Nicolas, c'est les cartes. Donc, Nicolas, c'est les ouais, cartes et Philippe, les Philippe, jeux. c'est le jeu vidéo. OK. Donc, Philippe, à l'époque, moi, j'avais 13 ans, lui, il avait 23 ans, il a 10 ans de plus que moi et il avait un magasin de jeux vidéo qui s'appelait donc, Ayato, le magasin de jeux vidéo à Marseille où tout le monde allait. Et moi, j'allais voir son frère que je rendais fou à chaque fois et je lui demandais tout le temps la même chose, le prix d'un jeu sur Mega Drive. Et il me dit: «Mais c'est écrit le prix!» Il me dit: «C'est 100 francs!» Ah, je revenais le voir, il me dit: «C'est 100 francs!» Et un jour, il en a eu marre, il m'a dit: «Vas-y, prends le jeu, il ne revient plus», tu vois? Et donc du coup, j'avais développé une grosse attache pour le magasin et le jour où, j'ai commencé à faire ce business d'achat et de revente, il fallait que j'amortisse rapidement ce que j'avais acheté. Et pour éviter, en fait, de tout mettre en vente et attendre que les ventes se fassent, j'allais les voir en priorité. Ils avaient monté un site de vente en ligne. C'était le premier site de vente en ligne qu'ils avaient fait et je leur vendais, en fait, à moins cher que sur le marché. Tu vois? Je sais pas, j'achetais une console de Super Nintendo, j'allais acheter 10 €, j'allais leur vendre à 25, ils allaient la vendre à Ouais. 49, tu vois? C'était un autre canal. Un autre canal de vente, mais qui était instantané. Et Ouais. donc du coup, Mmh. je rentabilisais mes vides-greniers quasiment instantanément, juste en venant avec ma valise, en vendant quelques produits. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, là, il m'a donné en fait, une chance extraordinaire de négociateur pour eux. OK. Donc j'ai acheté, on va dire, j'ai acheté des lots avec eux, on faisait 2 tiers, 1 tiers Ouais. et après au fur et à mesure, ça fait un moitié-moitié Mmh. et ça a évolué et lui, c'est vraiment le partenaire, historique. OK, génial. Et tu travailles toujours avec lui aujourd'hui? Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. J'étais avec lui ce matin au téléphone. Très bien. Donc OK, donc là, vous dites: «OK, il faut qu'on devienne éditeur de logiciels avec Philippe». c'est ça. Il faut qu'on devienne éditeur de logiciels avec Philippe et Philippe, il me dit: «Bon voilà», il me dit: «Il y a des consoles en fait qui ont sorti des jeux, sauf que la mécanique elle est simple, quand tu fais du jeu vidéo, et que tu produis, un jeu, que tu es programmeur pardon d'un jeu, tu, as en fait un délai, d'accord, avant que ton jeu il sorte. Sauf que il y a plein de gens qui ont sorti des jeux alors que la mise en prod n'était plus possible. Ce qui Mmh. veut dire que Sega, Nintendo, ils ont dit: «Bah c'est fini, les jeux de Mega Drive ou de Dreamcast, tu peux plus les sortir, c'est terminé». C'était plus compatible, avec Ben la non, console? ils arrêtent la Ah, prod. Ils OK. laissent la production de ton jeu chez les gens. Il y en a non, lui, chacun a des jeux et on va leur négocier, on va dire, des droits pour ressortir des nouveaux vieux jeux. Et tout est parti de là, ressortir des OK, nouveaux vieux jeux. Et ça a intéressant. été un carton. Mais un carton. Les gens ont J'ai acheté des jeux de Dreamcast qu'on n'avait jamais sortis, des jeux de Mega Drive, des jeux de Nintendo. Et franchement, on a chopé, on va dire,
une audience très, très importante en 2016, parallèlement à donc concomitamment, on avait la partie, on va dire, avec les éditeurs et la partie où on était devenu petit publisher. Ouais. Et la partie petit publisher, eux, et du coup, ils ont créé des jeux qu'ils n'avaient pas le droit de vendre parce qu'ils étaient en retard. Ouais. Comment toi, tu t'arrivais à convaincre? J'arrivais 20 ans après, moi. Ah ouais, J'arrivais c'est 20 20 ans après où je disais aux gens, je dis: «Ce jeu, ça vous dirait d'y jouer?» Donc c'est en 2016 des jeux qui ont été créés en 96, quoi. Ah ouais, 90, 96 même, OK. facilement, ouais. Encore dans leur coffret. Non, ils prêt avaient rien, ils avaient juste le code. Et Ouais, nous, on OK. faisait tout. Donc on allait OK. trouver la personne pour faire les mêmes boîtes qu'avant, on faisait les mêmes notices, on achetait les mêmes vis, on faisait des trucs comme ça bien design où les gens pouvaient les mettre dans leur collection. Mmh. Et en fait, ouais, ça a été le néo-vintage. Et donc on a commencé à faire du néo-vintage. Et parallèlement à ça, on a acheté notre premier studio en 2016. OK, Ouais, génial. 2015-2016, des mecs extraordinaires, Trop bien. avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et le studio, c'est Storybird. OK. Ouais. Et un Ça, studio, c'est c'est quoi pour nos auditeurs? un studio, en fait, c'est une équipe qui, en fait, est capable, en fait, de délivrer, en fait, un jeu de A à Z. OK. Donc un studio, donc eux, ils avaient déposé donc leur studio, ils avaient une société et ils ont toujours la société qui existe toujours, Trop bien. où ils développent des jeux, donc soit sur mobile, soit sur console. Mmh. À l'époque, ils avaient fait des jeux sur mobile, ils avaient explosé le mobile. Ils ont mais vraiment fait des stats de dingue. Et il C'est fallait un avoir la studio à mémoire. Marseille? Non, Non, pardon, à Tours. à Tours. J'ai jamais eu de D'accord. studio à Marseille à D'accord. part Cross. OK. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré Julien. Je lui ai envoyé un mail. Il était touché par mon mail et ensuite, on s'est donné rendez-vous. Je l'ai rejoint là-bas, on a parlé. Ils avaient donc à ce moment-là des difficultés parce que, financières avec plein de charges qui étaient pas. Je leur ai dit: «Écoutez, moi, je suis bon pour la gestion de l'entreprise. On peut faire un truc trop sympa et vous pourrez vivre de votre passion et moi, tu as vu, ça me permettra d'avoir mon premier studio» et tout est parti de là, donc Génial. on a commencé comme ça. Et justement, si on a dit en début d'épisode que t'aimais bien ne pas forcément juste eux, là, à partir de 2016, t'enchaînes quand même beaucoup Ça s'arrête plus. d'accélération. Quelle est t'as une vision d'où tu veux aller, Mais complètement, précise? mais carrément. Je savais OK. exactement ce que je voulais faire. Je voulais monter, en fait, je voulais acheter des studios dans plein de pays différents et avoir, en fait, un groupe fort et racheter après des IP. Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'acheter des propriétés intellectuelles et de sortir, on va dire, des jeux, qui allaient avoir une vingtaine d'années, une trentaine d'années où, on allait surfer sur la nostalgie et proposer, en fait, à des gens, tu as vu, qui avaient joué, je sais pas moi, un jeu, imagine que Street Fighter, c'était le 2, c'était la fin. Ben moi, je propose la suite et Ouais. un truc, tu as vu, qui va te prendre par les tripes et tu dis: «Waouh, trop bien!» Ouais. Et là, je te jure, ça a été extraordinaire parce que En fait, tu voulais contrôler l'offre, quoi, qui arrive sur le marché. je voulais en fait faire en fait une formule clé en main, Mmh. ne plus être dépendant, on va dire, du produit Ouais. final. Parce que encore une fois, même les déstockages, quand on a commencé à monter, on va dire, en volume, déstockage, c'est déstockage. S'ils produisent moins, j'en ai moins. Mmh. Bon. Et quand à un moment donné, tu avais ton business, il est sur de la prédiction, c'est pas top. Mmh. Si par contre, il est sur un produit que tu maîtrises toi, bah, c'est plus une question de déstockage. En fait, tu vends un produit à un prix défini, tu veux faire des soldes et tu veux le baisser sur l'e-shop, tu peux tout faire et tout contrôler Mmh. C'est vrai. en amont. Donc, et surtout, en fait, tu développes en fait de la richesse. Mmh. Donc 2016, Storybird, Mmh. 2017, Visco. Visco, studio japonais, 35 licences. Et donc Storybird, pardon, enfin, Ouais. juste leurs jeux sont cool et toi, tu les vends sur tes plateformes, Alors au tu les début, distribues. au début, on les distribue et en fait, on va faire des adaptations en fait de jeux et on va les faire sur la Switch. Mmh. On va OK. les sortir sur Switch. Ouais. Et ensuite, on va commencer à développer des jeux avec eux parce qu'ils sont très forts. Ouais. Et on va sortir tous les ans et demi, un nouveau jeu. OK, génial. Donc, on va faire plein de jeux, en fait, from scratch avec le studio. On va faire des portages, on va faire plein de trucs sympas. Et surtout, on va apprendre à de mieux en mieux, en fait, gérer nos projets. Ouais. Pour Et pouvoir réappliquer ça sur d'autres pays. Et justement, en termes de gestion, entre Storybird, tes équipes sur Ocean Game, toutes tes activités, vous êtes combien, tu À ce moment-là, Ouais. je dirais 20 personnes, un truc comme OK, ça. ouais, pas mal. Donc une vingtaine de personnes, en sachant que, comment ça s'appelle, Rush, il y avait 2-3 personnes, Free Agent devait être 12 à ce moment-là et après il y avait, 4-5 personnes, enfin en tout, Ouais. ouais, on devait être entre 20 et 25. On a aussi sur cette partie-là
Et après, il y a eu une petite accélération. Ouais. Ok, petite. Petite après, ouais. Et t'as dit quoi après Storyboard? Du coup, c'était quoi la prochaine? Visco. Visco, et ça, c'est quoi? Visco, Ça, je l'ai pas vu dans mes recherches. Non, tu trouveras pas ça. Visco, c'est un truc de fou. Visco, c'est un studio japonais. Il faut savoir que les Japonais ne vendent qu'à des Japonais. Ok. Bah, Philippe, il avait développé un super lien avec le producteur et pas de fils. Et ça se passait bien. On avait fait des deals avec lui, on lui payait les royautés. Et un jour, il dit, bah, vous savez quoi, regardez, moi, je suis vieux, je suis à la retraite déjà depuis un moment. Prenez la suite et faites attention à la marque, continuez de faire vivre la marque. Et voilà, je veux tant. C'était un montant, mais on était capable de le payer. Il dit, ça vous dérange pas qu'on le paye en plusieurs fois? Je dis, ouais, c'est bon, on a fait un acte et on a acheté nos 35 premières licences, le studio, on a commencé à faire des suites. Et là, ça a été un truc de fou parce que on avait racheté un studio japonais. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois, les petits Frenchies, tu vois, Marseillais qui a racheté un studio japonais. C'était un truc de fou. Et donc, du coup, on s'est dit, bah là, c'est bien, c'est pas mal du tout. Et je pense qu'il faut réussir à bien, tu vois, ficeler tout ça pour qu'on puisse en fait s'organiser. Mmh. Et Mais c'est un studio japonais avec un univers graphique japonais complètement, aussi. ouais, c'est des jeux d'arcade. Ils avaient des jeux de Neo Geo, ils avaient fait que Ouais. des jeux d'arcade. Donc on se retrouve avec des jeux comme Bankbuster, Drift Out, Call of Duty, enfin bref, plein de licences et on va faire les suites de ces jeux-là. Et toi, t'as la licence pour le commercialiser en Europe? Monde. Monde. Ouais, bah, c'est à toi. Même au Japon. Ah oui, bah oui, C'est à toi, c'est à toi. Et du coup, tu récupères aussi des équipes japonaises. Ouais, exactement. Donc on va commencer à travailler, on va avoir des collaborateurs sur place. On va commencer à mettre tout ça en place et là, ça va être très, très sympa. Et là, on va arriver, on va dire, dans une nouvelle étape, c'est l'accélération. Alors l'accélération, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien quand tu as ton plan. C'est pas bien parce que du coup, tu vas te retrouver avec des nouvelles contraintes et de nouvelles pressions. Franchement, à ce moment-là, ça se passait vraiment tellement bien. On achetait un local par an. Donc, on agrandissait donc nos locaux. On a acheté des entrepôts pour stocker parce que du coup, nos petits magasins de 300 mètres carrés, ça ne servaient plus à rien. Il fallait acheter des entrepôts. Acheter des entrepôts immenses où il y a des centaines et des centaines de palettes où on mettait en fait les jeux qu'on allait laisser dormir pendant un moment. Et là, on va lancer donc Pixel Art qui va être, on va dire, une nouvelle membrane et qui va en fait regrouper, tu vois, les différents Du studios. groupe, du coup. Ouais. Ouais. Ok. Même moment, on va racheter un autre studio anglais qui s'appelle Elite. Eux, ils faisaient les jeux Paperboy, Ghouls and Ghosts, tous ces jeux-là. C'est 2019. On va racheter, on va dire, le studio avec les IP. Il y a une cinquantaine d'IP, je crois. Ouais. Et comment ça se passe le business studio du coup? T'as l'IP, t'as des jeux et après tu dois voir avec qui pour les vendre. Là, tu le vends pas. Alors, tu le vends. C'est du B2B, non? C'est pas. Alors, B2B, B2C, il y a 2 business. En gros, le premier business, comment ça marche? C'est il fallait les agréments. Et grâce au travail de Storyboard, on avait obtenu les agréments Nintendo au début, ensuite Sony, après Xbox. On a eu sur la région Europe et après on a eu Asie et US. Ce qui veut dire qu'on était capable de mettre des jeux en vente sur la version digitalisée quasi instantanément, en quelques jours. Et ensuite, il fallait faire en fait de la prod en nombre. Donc c'est-à-dire que quand tu fais un jeu de Nintendo Switch, il faut sortir 1000 pièces d'un coup. Et mine de rien, c'est très cher. Mais vraiment très cher, tu vois. On se rend pas compte à quel point, parce que tout est fait au Japon. Les cartouches, mais ils te vendent que la cartouche. Après, tu te débrouilles. Toi, tu fais le reste. Tu fais la notice, tu fais ta boîte, ta jaquette, tu dois tout faire, tu dois être en conformité. Sony, ils sont beaucoup plus cool sur les quantités. On parle de 300 pièces, Xbox, c'est 500 pièces. Et donc, du coup, on va sortir, on va dire, des runs. On va faire une partie. Un run, c'est un pilote. Un run, c'est un tirage, en fait. Ouais. On va faire un tirage, pardon. Et ce tirage, on va dire, on va avoir 2 possibilités. On va commencer par du B2B pour que les jeux ils soient à la Fnac, au Virgin, enfin pardon, Feu Virgin, même Micromania. Donc pour que les jeux soient donc à la Fnac, à Micromania et dans d'autres donc boutiques partenaires, donc soit des magasins qui faisaient de la vente en fait au détail où ils avaient un tarif on va dire professionnel, et ensuite on avait donc le site où les gens achetaient des produits à la sortie. Waouh, à ce moment-là, t'es déjà un peu une multinationale avec des studios en Angleterre, au Japon. Ça s'est accéléré parce qu'en fait tous ces produits dont je te parle, on les faisait aussi en version américaine pour le marché US. Et là, on a commencé à développer la partie US. On avait des partenaires aux États-Unis. Et la même chose en Asie. Alors là-bas, on rencontre des gens, on commence à leur vendre des produits. Ils nous faisaient des commandes garanties de X pièces. C'était un truc de fou. Hein. Il y a eu vraiment, on s'en trouvait. Je sais que dès qu'on sortait un jeu, on avait 3 000 à 4 000 pièces qui se vendaient comme ça tout de suite.
Ça va vite, tu vois? Ça va vite. Les Impressionnant. factures, elles deviennent vraiment salées rapidement. Les jeux vendent bien, on faisait des bons produits et c'est là où tu as vu, ça devient compliqué. C'est parce que, là, on s'est confronté à un vrai problème, c'est qu'on était toujours en autofinancement, tout se passait bien, mais cette vague, en fait, du rétro gaming, elle a commencé à s'essouffler. Et donc, on avait en fait un prévisionnel avec, une augmentation au fur et à mesure, mais ça se passait plus du tout de la même manière. Je commençais à sentir en fait, comme si le vent était en train de tourner. C'était même plus la question en fait de la qualité de mes jeux, c'était juste que c'était en train de passer en fait. Mmh. Et là, je me rendais compte en fait avec les chiffres qui arrivaient que, tu vois sur, une prod où on n'avait pas d'invendus, on commençait à en avoir au début, quelques centaines de pièces. Ensuite, on se rapprochait des 700-800 pièces. Et là, ça commence à faire peur. Tu te dis: «Attends, là, on est en train de tout détruire. En fait, tout notre argent, il est sur des produits qu'on est en train de faire. Notre argent, il est en train de partir, on va dire, sur du stock. On va payer sur ce stock-là, en fait, derrière. Il faut qu'on trouve une solution, mais Mmh. vite, vite et vite, vite pour pouvoir, Et pourquoi il y a de plus en plus d'invendus? C'est des effets de mode? en fait, c'est que comment ça s'appelle, tu des cycles, Mmh. tu des cycles où c'est prospère, on va dire, au rétro Ouais. et à ce moment-là, en fait, tous les produits rétro gaming, il y avait vraiment une forte demande, mais il y avait de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de produits. Et forcément, il y avait aussi à un moment donné un effet d'essoufflement, on va dire, dans cette partie, rétro où les gens, bah, ça va, c'est passé, quoi. Mmh. Et OK. ça va, c'est passé, surtout, en fait, il y avait une accélération de la digitalisation. Et ça, en fait, on n'avait pas imaginé à quel point cette partie digitalisation, elle allait aussi, en fait, prendre le pas sur la partie vintage. Mmh. Tu te dis que c'est des jeux un peu vintage, rétro gaming, les gens, ils vont acheter la cartouche, ils vont vouloir le jeu, et dans tous les cas. Ben non, en fait, on commence à avoir de plus en plus, en fait, d'achats dématérialisés. Et donc il a fallu commencer à rectifier tout ça et ça a été la période, on va dire, de, 2020. OK. 2020. Donc on a fait l'acquisition de 5 studios en tout, Ouais. qui nous appartiennent, 6 avec, Pixel et donc on a commencé à sortir des produits, donc on s'est arrêté à ce moment-là pour gérer, en fait, la prod des jeux dans différents pays. Mmh. Alors le Brésil, tu vois, tu avais une trentaine de personnes qui bossaient sur un jeu, chaque pays avait, on va dire, des projets, plus, on va dire, des projets qu'on nous apportait, où on était, publisher dessus. Et Mmh. les gens avaient fait OK. le jeu et nous, on devait publier le jeu parce qu'ils avaient pas l'agrément pour le Ouais. sortir. Donc ça a été une partie extrêmement intense Ouais. et à ce moment-là, le Covid arrive, Ouais. 2020. OK. Donc Covid arrive et là, on devient ce qu'on appelle, produit de première nécessité. Tout le monde est chez soi, Tout le monde est chez soi, tout le monde est coincé, donc tout le le monde joue Covid aux jeux pour toi, vidéo. c'est plutôt une bonne chose? Apparemment, ouais. Ouais, Bah, ouais. c'était une année compliquée 2019, Mmh. parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. Ouais. Quand 2020 est arrivé, j'ai fait: «Ah, c'est pas mal, en fait. Ah, c'est bien, là». Donc les ventes, elles ont littéralement explosé. Je sais que, tu sais, en période de pointe, on pouvait vendre 2 000 jeux par jour, Waouh! sur un panier moyen à 30 balles. Je te laisse faire le chiffre, tu vois? Ouais, c'est Les années 2020-2021, le chiffre, il a été stratosphérique. OK. Bah, on a Mmh. dépassé la barre des 10 millions de chiffres. C'était Mmh. vraiment devenu extrêmement important et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir, on va dire, sur, la suite. J'ai dit: «Bon, Mmh. voilà, le business, je l'ai scalé, Donc je là, l'ai tu es un peu arrivé au sommet de ton modèle, quoi. ouais, ouais, mon Ouais. modèle, il était bien, mais Mmh. je pouvais aller plus haut, mais et qui disait plus haut, d'y prendre beaucoup plus de prise de risque et je commençais vraiment à me dire: «Bon, là, par contre, ce moment d'euphorie, là, ce moment qu'on est en train de vivre, ce sera pas tout le temps. Il va retomber. Il va retomber. Quand il va retomber, ça va faire très, très, très mal». Ouais. Là, quand les gens vont sortir, ils vont beaucoup moins jouer et tu as enfermé des gens pendant ça a duré tellement longtemps cette période-là que les gens, ils veulent juste récupérer leur liberté et récupérer, en fait, du lien social et c'est trop important. Alors, d'accord, tu vois, on a vendu des jeux, mais et c'était une période qui a été quand même Mmh. vachement compliquée pour tout le monde, hein. Mmh. Du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, je me dis: «Bon, il faut absolument que je cherche et que je découvre, autre chose». Mmh. Il faut impérativement, tu vois, que je m'intéresse à tout ce qui existe. Donc là, on commence un peu la genèse de Cross the Ages. Ouais, ouais. Donc, tu es au sommet de ton art avec, ton groupe qui chapeaute tous les studios et C'est tes ça. différents canaux de distribution. Tu es au sommet, mais tu anticipes du coup déjà, la courbe qui redescend. Tu te dis: «OK, faut qu'on se réinvente, trouver un truc, nouveau». Et là, tu discutes avec qui? Tu discutes avec Philippe? Tu discutes, Bah, là, en comment fait, tu essaies de t'ouvrir les il y chakras? a il y a il y a comment ça s'appelle, un de mes potes qui, n'est pas dans le guichard et qui me dit: «Écoute, voilà, tu m'as toujours dit que si demain je venais te voir avec une opportunité qui n'était pas la tienne, on pourrait travailler ensemble et s'associer». Et je lui dis: «Ouais».
Je lui ai dit, du gaming, mais en gros, mais que tu n'aurais pas dans ton spectre. Et ça, je disais quand même, tu vois, je fais de la vente privée, je fais de la production, je fais des éditions. Je dis: «Mais qui c'est? Faut pas être arrogant, hein». Et il me dit: «Bah, écoute, 3 mots pour toi: blockchain, NFT, crypto». Je lui dis: «Eh?» Elle me dit: «Bah, c'est ça». Je lui dis: «Et?» Elle me dit: «Mais tu as vu un peu les phénomènes qui se passent, dans les NFT?» Je dis: «Ouais, j'ai suivi un petit peu». Il me dit: «Franchement», il me dit: «Prends le temps et regarde». Et là, je m'enferme, enfin, je me mets pendant 2 semaines chez moi. Je me rappelle, j'étais même plus allé au travail. J'étais tellement à fond sur ce que j'étais en train de découvrir et je passais mon temps à lire des revues, à regarder, on va dire, des modèles économiques qui étaient en train de se lancer, à voir, en fait, des projets qui étaient en train de prendre une ampleur. Et c'est vrai que c'était révolutionnaire. Le Mmh. concept, il est très simple. Le constat, il est que on a aujourd'hui un grand nombre de jeux vidéo, OK? Et la pénétration dans le marché, en tout cas pour, des nouveaux, produits, elle est toute petite. Sur Steam, c'est 1000 jeux par jour qui sortent. À un moment donné, enfin, d'être capable de dire: «Oui, mon jeu, ça va être, le futur succès», bonne chance. Ça Mmh. demande un marketing. OK. Sur un modèle économique où l'intégralité du chiffre, il est généré par des pure players, comment tu fais toi pour exister dans un monde qui est saturé? Eh bien, la blockchain apporte quelque chose et une réponse phénoménale. L'ownership, la propriété. En gros, tu dis aux gens: «Tu joues à un jeu, mais ce que tu possèdes dans le jeu, il est à toi. C'est Ta vraiment à vie, toi. c'est à toi, c'est dans tes petites mimines, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux». Mmh. Et là, je te jure, quand je te dis c'est une révolution, c'est un changement de paradigme parce que quand tu joues à tous les jeux vidéo, n'importe quel jeu, Fortnite, tu vas jouer à FIFA, tu vas dépenser de l'argent, d'accord, sur le jeu des Call of, pour acheter des bugs sur Fortnite, pour acheter, on va dire, du cosmétique en Counter Strike, mais rien ne t'appartient. Mmh. Serveur il lâche demain, c'est fini. Tu as pris du plaisir, tu as pris du fun, mais les sommes qui sont dépensées, elles sont stratosphériques, Mmh. dans ce marché-là. Ouais. Et donc du coup, imagine là, pour le coup, on te dit: «Bah, voilà, toi, Daniel, ça t'appartient, c'est numéroté avec un dans la blockchain et ça t'appartient parce que tu es propriétaire de ça et tu peux Ouais. le revendre à n'importe quel moment». Donc en gros, avant, la blockchain, c'était un peu en circuit fermé. Tu avais un circuit fermé, pas relié à de la blockchain ou internet. Tu mais c'était comme mettre un jeton dans une machine vide. Et là, aujourd'hui, tu achètes, une carte ou quoi, une figure sur un jeu C'est ça, vidéo et parmi toutes les 7 milliards de personnes au monde qui ont, joué à ce jeu vidéo et qui achètent, ils savent que cette chose-là, elle est à moi, quoi exactement. et à vie. Elle est pas copiable, Mmh. elle est pas duplicable, et elle vient en fait d'un canal, on va dire, qui est authentifié et où en fait, à chaque fois qu'il y aura une opération, elle sera inscrite. Si Ouais. demain, tu veux la transférer à quelqu'un gratuitement ou que Mmh. tu veux la vendre, Mmh. tout est déjà noté, on va dire, Ouais. sur un bloc, d'où en fait ce système de blockchain. En Ouais. fait, c'est une validation avec une signature à chaque fois de toi et de moi. Moi en tant qu'éditeur de jeu, toi en tant que propriétaire Particulier. et particulier, Ouais. qui signe en fait une opération à ce moment-là, qui est, heu, irréversible Mmh. et qui est en plus de ça inaltérable. Ouais. À partir de ce moment-là, tu as ton fameux bloc et Mmh. donc ta chaîne d'informations qui vont arriver derrière. Ouais, comme un ADN un peu. Et Exactement, le blockchain qui est la technologie aussi à la base donc des crypto-monnaies comme le bitcoin, exactement, exactement. Donc la blockchain, ça avait bien avant, hein. C'était ouais, utilisé ouais. dans l'automatisation, Mmh. Et de l'automobile, dans la partie, pharmaceutique. C'est ce qui te permet, on va dire, en outre de savoir quand un lot, en fait, a un problème, de rapatrier, on va dire, un certain nombre de lots chez les pharmaciens ou chez les particuliers. mmh, Ce qui te permet d'identifier, on va dire, un problème à un endroit bien précis, même dans ouais, l'automobile. La ouais. blockchain, on va dire, c'est si tu veux savoir les pièces défectueuses, où est-ce qu'elles sont, Mmh. bah, tu es bien obligé de savoir quand est-ce que la production elle a été faite. Mmh. Et ça, dans le jeu vidéo, c'est révolutionnaire. OK. Du coup, je m'intéresse à ça et je m'intéresse mais vraiment à ça et là, je dis à Charles, je dis: «Ouais, franchement, ouais, ouais, ça, là, Ouais. c'est bien». Donc là, on est en fin 2020 et je me dis: «Bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis cette tendance à vouloir faire, un jeu sur la blockchain et il va y avoir un nombre d'arrivants qui va être complètement fou et faire un peu comme tout le monde? Ou est-ce que je mets à profit tout ce que j'ai fait dans ma vie et je le pose sur la table en disant: «Je vais tout mettre et je vais faire un all-in». J'ai 35 ans à ce moment-là et je me dis: «Je vais faire un truc qui va représenter tout ce que j'ai fait toute ma vie». Waouh! Tout, c'est-à-dire cinéma, projet, production, tout, que ça soit de A à Z, commercialisation, produits, cartes, physique,
Donc la roadmap elle va être extrêmement longue, le nombre de tâches à faire va être complètement délirant à tel point que même maintenant je me dis: «Mais je suis complètement fou d'avoir mis autant de points dessus». Mais avec une envie quand même, de se dire, «J'aimerais réellement changer la donne». Mmh. Pas par ego, hein, pas par envie de dire: «Ouais, je suis fort», mais non, rien à voir avec ça. Juste me dire: «J'aimerais tellement participer à une œuvre où cette œuvre, elle puisse avoir un changement radical, on va dire, sur une méthode de pensée, une méthode d'imaginer et une méthode, tu vois, de rêver». Tu vois, quand Harry Potter est arrivé, il y a un monde avant, un monde après Harry Potter. Ouais, ouais. Tu peux pas dire, C'est incroyable, c'est une vision, ouais, big, big, big et ah mais là ce qui c'est est beau, c'est que tout ce que tu as appris, pendant 10-15 ans là, tu veux le mettre dans un projet et créer, en fait, un monde, quoi. c'est ça et Ouais. faire un all-in et du coup, le Parce que pour résultat nos auditeurs aussi, enfin, tu vas peut-être le détailler, bien mais sûr, tu as créé un monde où, enfin, dans Cross the Edges, il y a 7 on y arrive, romans. Voilà, on OK, y on arrive. va y venir, mais il y a OK. Et en fait, c'est ça le but, c'est de t'emmener à tout ça et expliquer en fait d'où ça vient parce que grâce à la genèse, tu vas avoir, on va dire, toute la compréhension en fait de l'univers derrière. Constat donc, jeux vidéo saturé et surtout en fait un constat qui est très simple, c'est que, les cycles en fait des jeux, raccourcissent. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeu qui va avoir, on va dire, une certaine, tendance, sur la tendance qui va durer normalement 2 ans, va passer à 1 an va passer à 6 mois et donc du coup, si c'est juste pour créer un jeu, bonne chance. Si Mmh. tu as un peu de chance, ça marche, mais après il va falloir maintenir, on va dire, ce niveau, on va dire, de Comme la fast fashion un peu. et ça va de plus en plus vite et Mmh. donc du coup, je me dis: «Bon, si on sort un jeu, on va se casser les dents. Si on fait juste un jeu, vidéo, il va nous falloir du temps pour la prod et surtout, le temps que ça arrive et que ça sorte, est-ce que ça va tenir ou pas? Et qu'est-ce qui nous différenciera, tu vois, d'autres projets qui potentiellement auront beaucoup plus d'argent que nous pour lever de l'argent? Bon, un peu compliqué. Et donc à ce moment-là, on va en revenir en fait à mes cartes de jeu. J'avais acheté, on va dire, des boîtes, de cartes Pokémon. À l'époque, c'était en francs, en euros, donc j'avais gardé ces boîtes, ça valait peut-être une centaine d'euros. Ça, c'était dans les années donc fin 90, début d'année 2000. J'avais acheté pas mal de boîtes et donc du coup, ces boîtes, elles ont pris de l'ampleur. Elles sont passées de 100 à 1 000 € quelques années après, de 1 000 à 10 000 € et de 2 000 à plus de 100 000 en 2019. Et en 2020, je vais vendre en fait des boîtes. Je vais vendre beaucoup de boîtes pour l'équivalent d'1,5 million Waouh, pour pouvoir en fait intégrer et injecter l'intégralité de mon argent dans le projet Cross the Ages. waouh, tu te fais une propre levée de fonds Ouais, je me avec, fais ma levée de fonds et en gros, en fait, cette levée de fonds, elle va me servir de faire non pas un deck, mais un peu plus un MVP donc c'est un terme assez technique, mais pas si technique que ça, en fait, c'est, toute la première partie qui va me permettre, en fait, de montrer qu'on n'est plus du tout sur un produit ou sur un projet, on va dire, hypothétique Mmh. et on est sur quelque chose, on va dire, de beaucoup plus grand Mmh. et sur, des actes qui ont été déjà signés par des écrivains, des artistes, un travail qui a déjà été fait en amont. En fait, il faut que tu montres que tu as dépensé, en fait, ta tirelire. Mmh. Tu dis: «Voilà ce qui a été fait avec cet argent-là, mais il nous faut un peu plus d'argent». Ouais, montrer que, enfin, t'as déjà pris pas mal de risques, tu déjà bien avancé. Exactement et Ouais, qu'on s'est lancé donc du coup, ouais. je rencontre donc le premier écrivain, Arnaud Dolène. Donc lui, il est scientifique, il bosse, il a bossé sur Persévérance, donc Mmh. ce petit rover qui est donc sur Mars et qui fait les prélèvements. Un ingénieur hors norme qui écrit mais super bien. Mais qui derrière, tu vois, a son métier d'ingénieur et qui est pas forcément, parti pour faire de l'écriture, c'est vraiment Ouais. son kiff et sa passion. Un ami en commun qui est, un super artiste hors norme, Jérôme Aliquier, qui m'a mis en relation avec lui. À ce moment-là, je cherchais des écrivains. Ouais. J'avais fait un casting avec plein de gens qui écrivaient, je me dis: «Il me faut the écrivain». Ouais. L'écrivain qui est pas trop d'ego, vas-y bonne chance. Ouais. L'écrivain qui a envie de travailler sur un projet, qui a envie de s'engager et je me rappelle parce qu'au début, je lui ai jamais dit que c'était 10 ans, tu vois? Je lui ai juste dit, «Ouais, c'est un tome comme ça». Il me dit: «C'est un tome ou?» j'ai dit: «Non, faut le voir comme une suite». Mais j'avais peur de lui faire peur, tu vois? De parler des 7 romans Ouais, et c'est parti mais c'est allé trop vite. Ça a matché tout de suite. On trop a bien commencé à travailler ensemble sur cette partie-là. et tu lui donnais quoi comme cahier des charges ou guidelines? Ah ouais, il y en avait trop, le pauvre, en fait, parce que tu vois? Tu dis que tu voulais aussi montrer une autre façon de voir le monde, une vision, des valeurs. Ouais, en fait, i on avait en fait cette volonté, on va dire, de mélanger la science-fiction et la fantasy. Déjà le truc, vas-y bonne chance. Soit tu fais de la SF, soit tu fais de la fantasy, tu fais pas les 2. Il fallait trouver, on va dire, un axe, on va dire, sur les 2 et il fallait, on va dire,
on avait des éléments parce qu'on avait commencé à travailler, on va dire, sur des personnages, sur pas mal de caractères qu'on voulait en fait intégrer à cette saga. Mais il fallait que le livre soit l'élément moteur qui allait tout emmener. Il fallait que le livre soit l'origine, des cartes et pas l'inverse. On avait déjà avancé un peu, on dit: «Moi, j'aimerais pas tout perdre ce qui a déjà été fait, Mmh. mais ça serait bien, tu vois, qu'on puisse, commencer à attaquer». Alors, on a commencé dès le début par l'écriture et on avait installé, on va dire, un arc avec, des personnages, avec toute une partie, on va dire, de attends, je vais te la refaire. Non, t'inquiète, prends ton temps. Non, non, du tout. C'est j'essaie de te le faire exactement comment on a réussi à poser ça. Donc, Ouais. on a commencé en fait à travailler donc, sur toute la saga avec, l'histoire en premier et sur, tout ce qui allait en découler. C'est-à-dire que, les choix qu'on allait faire aujourd'hui, bah, ils allaient forcément, impacter la suite parce qu'on n'allait pas faire disparaître les personnages comme ça et on a commencé par adosser ça donc à un futur jeu de cartes à collectionner. Pourquoi? Bah, parce que déjà la carte à collectionner, c'est toute ma vie. Parce que du coup, j'en avais en fait, j'avais eu une très bonne expérience avec les cartes à collectionner et surtout, je savais qu'il y avait un réel intérêt pour les gens d'en avoir beaucoup Mmh. et d'utiliser la blockchain de la meilleure des manières. Aujourd'hui, les fameux NFT qu'on appelle qui sont, des jetons qui te permettent en fait d'obtenir, des cartes dans un jeu. L'un des meilleurs modèles d'application, c'est le jeu de cartes à collectionner Ouais. et donc moi je lui explique un petit peu tout ça et je lui dis: «Voilà, voilà ce que j'aimerais, voilà on va dire ma vision, voilà le genre d'histoire que j'aimerais». Donc il me propose autre chose en me disant: «Bah, voilà, il y a ça qu'on pourrait faire» et on a vraiment travaillé ensemble, avec, 2 script doctors, au début, donc 3 script doctors. On était 5 on va dire sur la partie écriture à travailler à copie jusqu'à passer on va dire à, l'étape 2. Et la table de L'étape 2, c'est la rencontre avec Alain Damasio oh, et donc du coup, connu, dans superstar ouais. dans la SF, Tu peux nous rappeler ce qu'il a Hors du contrevent, Furtif Mmh. et plus récemment, Vallée du Silicium. Mmh. Donc et un phénomène, intouchable, heu, 53 balais à l'époque, 52 balais à l'époque, aucune collab, aucune partie. Pourquoi il le ferait? Il a vendu des livres, il a fait des millions de ventes. Pourquoi il ferait un partenariat avec quelqu'un? Ça a pas de sens. Mmh. Et j'ai un copain à moi, qui était à l'époque au marketing, qui avait un très, très bon contact avec lui, à qui il devait un service et alors j'ai tout fait pour lui parler, alors il était occupé. Je dis: «Juste une petite visio, juste je te parle, s'il te plaît, juste je te parle» Mmh. et donc je commence à lui parler, je dis: «Voilà, alors on a le manuscrit», on avait déjà eu le tome 1 en entier, on avait presque 500-600 pages. Je dis: «Voilà, j'aimerais savoir si tu pouvais le lire, et me donner ton avis sur le roman». Il laisse un blanc comme ça. Je dis: «Mais tu fou». Je vais pas m'infliger ça, lire 600 pages d'un débutant, mais j'ai pas que ça à faire. Déjà, j'ai du mal à lire les livres des gens et je les finis pas, mais je me dis: «Mais jamais de la vie je ferais ça» et là, tu sais, un blanc comme ça, je souris, je lui dis: «J'ai une idée». Je lui dis: «Tu lis le manuscrit et dès que tu considères que c'est nul, tu arrêtes de lire et si C'est c'est un à la bon page 20, tu as vu, on arrête à la page c'est un 20». bon deal, ouais. Elle me dit: «OK, ça va». Ouais, c'est vraiment parti de là. Un mois plus tard, j'ai de ses nouvelles et que ça commence avec un: «Tu fais chier, hein». Je lui dis: «Mais quoi?» Elle me dit: «Bah», elle me dit: «Au final, j'étais obligé de lire tout le truc». Je dis: «Ah ouais?» Je dis: «C'était aussi bien que ça?» Il me dit: «Oui et non». Elle me dit: «Il y a des chapitres, il y a 23 chapitres, il y a 7 chapitres qui sont hors du commun». Hors du commun. Hors du commun. Elle me dit: «C'est du 5 sur 5». Elle me dit: «C'est vraiment super bien écrit». Elle me dit: «Mais après, tu as des chapitres, c'est de la merde!» Il commence à s'énerver et tout, tu sais? Il me dit: «Les dialogues, ils sont bidons!» Il me dit ça, c'est je dis: «Je connais la faiblesse». Je lui dis: «De toute façon, il peut pas avoir tous les». Elle me dit: «Non, mais l'imagination, l'univers, la manière de l'amener». Elle me dit: «C'est très fort». Je lui dis: «Ça te dit de me faire on fait un petit séminaire avec toi, 4 jours?» Il me dit: «Je te paye, hein». Je dis: «Ouais, ouais, ça peut se faire». Il me dit: «Ouais, ouais, ouais, on peut faire ça». Donc on se retrouve chez lui, à Sisteron, dans sa baraque, pendant 4 jours, on va faire du Cross the Edges, matin, midi, soir, 4 jours avec, Alain. avec Alain. Il l'a fait, je te jure, hein, c'est ce que je te raconte, tu le trouveras nulle part, hein. Ouais. Dans aucun podcast, nulle part tu le trouveras. Parce que je te dis, mec, c'est l'essence de l'essence du projet. Ouais. Il a fait 360 pages de PDF pour expliquer tout son ressenti sur le livre. Le livre fait 600 pages, il a fait plus de 350 pages pour parler du livre. Pour On a parler passé 4 jours à parler du bouquin.
tout. OK. Force et faiblesse, l'arc narratif, le cœur concept, les sentiments qui vont être toutes les faiblesses, la force du bouquin. Je te jure, Incroyable. j'ai jamais vu de ma vie, jamais j'ai fait une masterclass comme ça. Ouais. Genre jamais, never ever. 350 pages, même pas de livre, du coup, pour analyser. Ouais, le livre. Analyser le l'univers, quoi. bouquin, un PDF, et on était là comme ça et tout. J'ai dit: «C'est pas possible». Je te jure, on a mis quasiment les 4 jours pour le faire. Ouais, c'est Et donc incroyable. voilà, tu vois? Et dès le début, tu vois? Donc Arnaud était trop content, il fait les paroles d'Alain et Alain sans pitié était là: «Ouais, ça c'est de la merde et ça c'est nul!» Et il a envoyé la sauce, C'était incroyable comme et moment. Arnaud il disait rien, il disait pas un mot. 3e jour, Alain il s'énerve. Arnaud il dit: «Mais tu as pas d'ego, hein? Tu t'en fous de ce que je te dis, ça t'affecte pas, tu as même pas la dignité d'un écrivain, tu as même pas cet amour-propre, cet ego d'écrivain, pas la dignité, excuse-moi. Il lui dit: tu n'as pas cet ego d'écrivain?» Et là, Arnaud, il le regarde, il sourit. Et tu sais, Alain, lui, toi, tu as rien à prouver. Et lui, tu as écrit, tu es reconnu, ainsi de suite. Et il dit: «Mais moi, j'ai tout à prouver. Alors je passerai pas un seul temps à essayer de me défendre, à essayer de trouver une explication, à te dire le pourquoi du comment. J'analyse, je prends des notes et j'améliore ma copie. J'ai que ça à te dire.» Alors il me regarde, choqué. Il me dit: «Vas-y, viens voir.» Il me dit: «Eh, c'est bien.» Je dis: «Ah ouais, il est bien.» Il me dit: «OK.» Il me dit: «Assure.» Et donc on discute avec Alain et je lui dis: «Écoute-moi Alain, j'aimerais emmener cette œuvre. Je veux l'emmener dans un endroit de fou. J'aimerais l'emmener quelque part où ça devienne une vraie saga. Je veux sortir le nouveau Game of Thrones.» Je sais que ça te paraît dingue quand je te dis comme ça. Elle me dit: «Non, non, je dis, je veux que le cœur concept, il puisse toucher tout le monde. Je veux toucher à quelque chose qui va être viscéral dans la vie des gens. Je veux toucher à quelque chose qui est vraiment important sur différents niveaux et d'une manière bien faite.» Elle me dit: «Bah, va falloir monter une équipe, mon grand.» Je lui dis: «Tu l'aurais cette équipe?» Il me dit: «Ouais, c'est du lourd, hein.» Il me dit: «Il te faudrait quelqu'un en collapsologie, Pablo Servigne, il te faudrait Norbert Merjanian pour, la construction du monde, il te faudrait quelqu'un, sur les sentiments, les émotions et les dialogues comme, Fabrice, il te faudrait aussi Héloïse Brésilion pour la partie, on va dire, femme, sensualité.» Je dis: «Ça fait du monde tout ça.» Je dis: «OK.» Il me dit: «OK quoi?» Je dis: «Tout le monde et toi aussi avec.» Il me dit: «Tu veux monter une équipe avec tout le monde?» Je dis: «Ouais.» Je suis prêt à mettre tous les moyens qu'il faut et je lui dis: «Je suis prêt à payer tout le monde en amont, upfront, dessus. C'est-à-dire, je veux payer tout le monde sur le truc.» Et il me dit: «Bah», il rigole, il me dit: «Vas-y.» Et ce qui devait durer quelques mois, on va dire, pour aider Arnaud en 2021, tu vois, à avancer sur le premier bouquin, va va prendre beaucoup plus de temps, tu Ouais, vois? Et ça ça va s'arrêtera plus transformer en en 10 ans, tu construction vois? d'une équipe, Construction de d'une classe équipe et ça a mondiale. été, on va dire, et parallèlement à ça, j'avais déjà monté un casting écriture qui était fou, mais Ouais. au même moment, j'avais un réseau super important grâce au gaming. Je connaissais plein de gens qui travaillaient sur des gros studios, des gros projets et j'ai réussi à réunir ceux qui ont travaillé sur Harry Potter, ceux qui ont travaillé sur Game of Thrones, Star Wars, Marvel, League of Legends, DC Comics. Je te parle de plus de 150 artistes Ah, c'est incroyable. et je leur fais tous signer, moi, les contrats un par un sur une disponibilité pendant 10 ans. Pour que les gens, ils participent, même tarif, le même, l'idée, c'est que même si ça explose, ils peuvent pas me dire: «Ah non, non, maintenant je veux plus le.» Et ils me donnent de la disponibilité. Ils s'engagent à nous donner de la Et disponibilité. tout ça, c'est pour la série de Que pour livres? Cross the Ages. Et moi, Ouais. je me dis: «Voilà, je veux des artistes, je veux un monde, je veux un univers, je veux un concept qui soit fou, qui va être la vibration et je veux le décliner pour que, tu vois, les gens, ils puissent se l'approprier et que ça puisse, en fait, démarrer.» Et donc, Incroyable. 2021, donc tout 2021, on a travaillé avec Arnaud au début. Fin 2021, il y a Alain et 2022, on monte l'équipe, écrivain. Et c'est au même moment où je vais faire ma première levée de fonds. Ouais, OK. Voilà. Donc tu chapeautes un peu, Ben, le tout en même temps. j'avais jamais fait de levée de fonds. Ouais, Comme je te l'ai dit, j'ai toujours fait de l'autofinancement. ouais, Et là, c'est nouveau pour moi, tu vois, ouais. lever de l'argent. Sauf que j'arrive à un moment qui est complètement, euphorique pour les investissements et c'est pas un deck que j'avais. J'avais vraiment un produit qui était lancé avec des produits qui allaient se sortir. Donc un livre, série d'animation, Mmh. série télé, produits Tu avais physiques, déjà tout jeux ça à ce vidéo. moment-là? Toute la vision y était Ouais, et il fallait juste appuie sur le bouton. appuyer sur le bouton et sortir. Il fallait de l'argent pour le faire. Ouais, ouais. Moi, je dis: «Voilà, regardez, moi, j'ai fait 1,6 million à peu près, 1,7 million ce que j'ai mis de ma poche. Voilà ce que moi j'ai mis de ma poche durant 2020 jusqu'à fin 2021, Tu as aussi tout ton track record, de ce que j'ai fait avant.» ouais.
des projets qui ont marché, des projets qui ont pas marché surtout, tu vois? Ouais. Parce que j'en ai fait des échecs, hein, Ouais. dans les gaming. J'en ai pas parlé de ça, mais j'en ai Non, fait des si on a le trucs qui ont temps, foiré. on verra. Ouais, ouais. Et donc du coup, là, c'est un truc de fou parce que ça va très, très vite. Tu sais quoi? J'ai fait mon premier événement en novembre, 2021, premier événement, où il y avait des investisseurs. Ouais. Ton Genre, roadshow en... Premier roadshow. Ouais. Première fois que je fais un événement à Londres. Je connaissais personne, mais genre, mais vraiment personne. J'avais regardé sur le site internet, tu vois, les différentes personnes et je me suis dit, bon, vas-y, il y a un Français. Tu t'es pas accompagné d'un leveur de fonds, tu y allais comme ça, tout seul? Ni leveur de fonds, ni rien du tout. Il y avait Richard qui était en bac avec moi, mais il faisait pas les événements. Et j'ai rencontré donc le premier, donc Sébastien Borgé, qui était donc à la tête de The Sandbox, boîte valorisée à ce moment-là à plusieurs milliards. Mon métavers, ça vient de chez lui, tu vois. Un truc de fou, mais vraiment un univers assez dingue. À ce moment-là, c'est une euphorie totale, une bulle qui a été sur le point d'exploser, tu vois. Et donc, je discute avec lui, je lui explique en quelques mots ce que je fais, rapidement. J'ai quelques minutes, même pas 1 minute ou 2. Il me dit: «Bah, écoute, j'ai un rendez-vous là qui a sauté, assieds-toi». Il me dit: «Viens, on parle, j'ai une demi-heure». Et là, je lui parle: «Mais c'est génial, et tu fais des jeux vidéo, mais pourquoi je te connais pas?» Je dis: «Bah, je fais beaucoup de jeux indés, j'ai fait ces jeux-là». Il me dit: «Ah, c'est génial». Il me dit: «Regarde, je fais un dîner ce soir». Il me dit: «Viens si tu veux, il y a des investisseurs, il y a plein de gens». OK, donc j'y vais, trop content. Et à côté de moi, donc il y a le responsable, tu as le mec d'Animoca qui est une boîte internationale à Singapour qui fait des investissements dans le gaming, et de l'autre côté, il y a Square Enix, le mec de Square Enix, donc Final Fantasy et compagnie. OK. Et donc déjà, tu as vu, la table elle est complètement folle, hein. On est 30 personnes, chaque personne, c'était franchement, C'était des titans, quoi. c'était titan. Ouais. Et donc je montre un peu avec mon PDF, mon petit deck que j'avais fait, je dis: «Voilà, on fait ça». «Ah ouais, c'est bien, putain, c'est super intéressant». J'avais même imprimé les cartes en physique parce qu'on avait déjà les cartes du jeu qui allait Ouais, sortir, OK, tu vois? On donc savait les ouais, illustrations, ça, c'est cool, ouais. donc les gens, ils voyaient déjà. Je dis: «Voilà, notre but, c'est de transférer la propriété du virtuel au réel». Tu joues à un jeu, tu collectionnes des cartes et ces cartes, en fait, à un moment, tu appuies sur le bouton, elles viennent dans la vraie vie. Tu les extrais du jeu pour les ramener dans la vraie vie. OK, Grâce aux stylé. NFT, et tu gèles tes NFT, tu peux toujours jouer avec, mais tu peux plus les vendre sur la place de marché. Donc plein de choix à faire et ainsi de suite. Et je dis: «Putain, mais c'est passionnant». Il me dit: «Mais ça ressemble à un truc qu'on avait fait». Je dis: «Oui, Triple Triad, on s'était inspiré de ça, mais on l'a emmené beaucoup plus loin». Je dis: «Ah, c'est bien». Et à ce moment-là, il y a un mec qui arrive derrière moi, qui regarde le truc que je fais. Il me dit: «Je te connais, non?» Je lui dis: C'est possible». Elle me dit: «Tu vendais des cartes Magic à l'époque?» Il me dit: «Très cher». Je dis: «Ah, c'est moi». Alexander Léonard, à la tête d'une boîte qui s'appelle Axie Infinity. OK. 7 milliards de valorisation à ce moment-là. Dans les jeux vidéo? NFT, NFT? crypto, Ouais, c'est le OK. jeu le plus important de la planète. OK. Et c'est lui qui est à la tête de ce truc-là. OK, waouh. Et donc lui, il vient de Magic, et il me dit: «Mais je me rappelle de toi». Et il me dit: «Tu la boutique et tout, le Frenchie et tout ça, et tu vendais très cher». Je dis: «Ouais, c'est moi». Il dit comme ça, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et je lui montre le truc. Il regarde et il me dit: «Tu t'es inspiré de quoi?» Je lui dis: Ça, je me suis inspiré de tel projet». Il me dit: «Là, en fait, je me suis dit qu'on pouvait faire ça et j'ai utilisé la blockchain». Et pendant ce moment-là, donc tout le monde écoute parler, et tout le monde est assez bluffé parce que ce mec qui, tu vois, n'investit pas dans les projets, il s'intéresse par rapport à notre relation à l'époque, par rapport au fait que je lui ai vendu des cartes, et par ce petit truc de se dire: «Vas-y, tu sais quoi? Je regarde, j'écoute». Et il me dit: «C'est très chouette». Elle me dit: «Tu sais quoi?» Elle me dit: «C'est pas dans mon habitude». Elle me dit: «Mais je vais investir dans ton projet». Je te jure, hein, à ce moment-là, il s'est passé un truc trop bizarre. L'attention, elle a été captée par toute la salle, tout le monde m'a regardé. «Et c'est quoi qu'il fait exactement lui? Tiens, mais c'est quoi ton projet?» Tu sais quoi? Ce soir-là, en promesse d'investissement, j'avais récolté à peu près 4 millions Putain, en waouh, une OK. seule soirée. Une seule soirée, ouais. J'ai eu de cette soirée-là, toutes les intros, j'ai fait en 2 mois à peu près 150 calls, 150 appels avec des investisseurs, avec plus de 140 qui voulaient mettre de l'argent sur le projet. Waouh, J'en ai incroyable. gardé 50. C'est fou. Et dedans, Ubisoft, Square Enix, Animoca, Swissborg, Polygon, que les stars. C'est Dans génial. lui, je me suis pris des stars, mais c'était un truc de fou. Tu as quand même une capacité à... Enfin, rien ne t'est donné et tu vas pousser les Ah ouais, portes et tu grave, vas créer l'opportunité. au Et quand tu as pire, les 2 minutes pour convaincre quelqu'un, ça t'arrive à le convaincre, au quoi. pire, Mmh. tu prends un nom, Ouais, au mieux tu as tout gagné. ouais. Bah, je sais pas, tu vois? Enfin, je pense qu'à un moment donné, hem, tu peux pas te brider en te disant: «Ah, peut-être que
Ne pense pas pour les autres. Ne réfléchis pas pour les gens. Si tu as un rêve et que tu y crois et que tu es convaincu de ce que tu dis, emmène-le jusqu'au bout. Et à ce moment-là, tu sais quoi? Je me suis dit: «Bon écoute, voilà ce que j'aimerais faire» et ça a vraiment eu une résonance. Tu sais que dans 70% des Français, des fonds, j'avais un deck, dit: «Ouais, c'est intéressant, je pense qu'on pourrait mettre 20 000, on pourrait mettre 20 000 € sur le projet». Et je te jure, j'étais choqué. Je me suis dit: «Mais attends». J'ai dit: «Je viens de vous dire que j'ai mis 1,5 million de ma poche». J'ai dit: «Je viens pas faire la manche. Je vous demande pas 20 000». J'ai dit: «J'ai besoin d'argent». À ce moment-là, il me fallait 12 millions. Je sais pas si tu te rends compte de la somme que c'est, 12 tu vois? millions, ouais. 12 millions, c'était la somme qu'il me fallait sur Pour les 2 lancer ans le projet. pour Pour les 2 premières années. pour aller 2 ans et demi, pour réussir à embaucher toutes les personnes qu'il me fallait, pour lancer en fait le premier jeu, pour payer, on va dire, tous les frais sur la blockchain qui valaient une fortune parce qu'en plus c'était tout nouveau et les ingénieurs blockchain coûtaient une blinde, pour travailler, on va dire, sur la partie sécurité, travailler sur la partie livre, pour aussi, tu vois, commencer à avoir aussi une petite aisance financière et avoir, on va dire, cette possibilité, tu vois, de lancer la partie animation. Et le fait de lancer tout en même temps, ça va te demander beaucoup de monde, tu vois, C'est prendre des énorme. locaux, les frais et surtout, tu vois, de vouloir garder ça en France, ça a coûté excessivement cher, vraiment. Et donc, quand je suis allé, quand je commençais à discuter avec les investisseurs, je te jure, c'était complètement dingue. Je me rappellerai toute ma vie. Il y avait un investisseur qui était chirurgien. Il avait gagné beaucoup d'argent, mais genre énormément d'argent. Et au bout de 3 minutes de pitch, il me fait comme ça. Et je lui dis: «Il faut que je me taise. Pardon, excusez-moi, vous avez peut-être une question». Elle me dit: «Non». Elle me dit: 1 million. Claude parle. Je lui dis: «Comment ça, 1 million?» Elle me dit: «Je mets 1 million sur le projet». Je secoue la tête, je dis: «Non». Je lui dis: «Le maximum, c'est 500 000». Je lui dis: «Moi, je veux avoir plein de gens. Parce que je sais que pas tout le monde va m'aider et si je commence à laisser des 1 million, et attention, à ce moment-là, je vends pas des parts de ma boîte. Je vends, en fait, de l'émission de jetons qui va être intégrée au jeu». Ah, donc t'as même pas des questions Aucune d'émission dilution. de capital? Non, rien du tout. Comment ça marche ça, du coup? En gros, tu fais en fait on a monté une société aussi à Singapour. On a émis ce qu'on appelle des SAFT. On a créé en fait un jeton et où les gens achetaient en fait un jeton, une monnaie et ils allaient avoir en fait, potentiellement des gains sur cette monnaie. OK, parce que dans le jeu, va prendre de la valeur. Ouais, dès que le jeton il est sorti, vu qu'il y a une utilité dans Comme le un jeu. mini bitcoin dans ton univers. Exactement, c'est comme un bitcoin, comme un Ouais. Ether, sauf que, à ce moment-là, beaucoup de gens vont créer des jetons et 2021, ça a été une euphorie totale sur le prix des jetons, avec une bulle qui allait éclater dès le début 2022. Donc forcément, à ce moment-là, les gens investissent et achètent parce que ce chirurgien qui, à la base, avait gagné près de x100 sur un projet avant, il se dit: «Bah, même si je fais x5, x10, trop bien», tu vois? Et donc moi, c'est quoi la conversation elle se faisait, j'ai envoyé cet argent, j'ai réussi à l'avoir en moins de 2 mois. J'ai fait une levée de fonds en moins de 2 mois, c'est Incroyable. complètement Mais ça montre fou. aussi la force de l'univers que tu étais en train de créer, quoi. L'univers était fou, la proposition était dingue et le timing était parfait. Tout est une question en fait de narrative et de timing au bon moment. Tu ramènes la même chose maintenant, je ne te regarde même pas. Il reste 10 minutes. OK. On va faire focus sur de ça, Cross the Ages aujourd'hui et mes questions, autres questions. Allez, c'est parti. Désolé, hein. Non, Tu m'as dit j'ai tout le temps. justement, Je me suis mis vraiment dans cette position. C'est rare que j'ai aussi que je doive poser aussi peu de questions tellement c'est incroyable comment tu racontes ton histoire. Vas-y. Du coup, donc là, tu lèves des fonds, tu as besoin de 12 millions, tu les lèves. Oui. Et incroyable, en 2 mois. Et là, il se passe quoi? Tu dois mettre toute la machine en route et qu'est-ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui? Instantané. Donc, en gros, en fait, il y avait des postes qui étaient freelance chez nous et donc, du coup, on les a embauchés. On avait des locaux qui étaient donc sur le Vieux-Port, mais il fallait aller, tu vois, dans un truc un peu mieux là où j'étais. Et donc, du coup, on va récupérer des locaux et la masse salariale, elle est passée, mais ça a été... je crois que chaque mois, il y avait 4 nouvelles personnes qui arrivaient, tu vois, 4-5 nouvelles personnes. On s'est retrouvés vite à 50, tu vois. Dès 2022, on était 50 à bosser. Donc, on a bossé, on a fait beaucoup d'itérations et l'idée, en fait, c'était de préparer la suite. Préparer donc le roman, préparer en fait la partie film d'animation. Donc, on a une équipe qui a travaillé sur le premier film d'animation qui a sorti donc le 29 mars 2023. On a passé 17 000 heures pour faire ce film d'animation. 11 mois. Un travail de taré, un travail de malade.
Durer 3 le film? minutes. 3 minutes, Tu waouh. imagines 3 OK. minutes? Mais alors du coup, on a essayé pas mal de trucs pour arriver à ce résultat final. Ça ressemble beaucoup à Arcane, mais c'est très, très sympa et c'est, Et on va c'était dire, un l'usage de ce film, pardon, c'était pour la bande promotionnel, annonce? Ouais, lancement du jeu ouais, et surtout, en fait, une vision bien précise. ouais. Dès le début, je me dis: «Je vais faire 3 courts-métrages, 3 et 5, qui vont faire partie d'un film qui va s'appeler Cross the Ages Zero». Écoute bien parce que là, on est pile poil dedans maintenant, on est en 2026 et on y OK. arrive. Cross the Ages Zero, c'est 20 ans avant la saga. C'est toute l'histoire qui t'amène au bouquin et l'idée, c'est que tu finis Cross the Ages Zero, qui est un film d'animation et tu tournes la première page du roman et tu arrives dans la saga. La saga sera une série, une vraie série avec des acteurs et le film d'animation est fait d'une manière assez spéciale. J'utilise la même logique que Star Wars. Le premier en 2023, c'est la fin de Cross the Ages Zero. Le deuxième, c'est le début et le troisième, c'est le milieu. Et en fait, tout est dans ma tête à ce moment-là, tu vu? Et il faut vraiment, tu vu, me suivre. Sauf que quand ça commence à prendre forme, tu comprends tout. Mmh. Mais genre tout. Donc on va sortir, on va dire, un premier jeu vidéo en 2023 qui va exploser, qui va nous permettre de générer beaucoup d'argent Ouais. et qui va commencer à nous permettre d'être rentable. Et un jeu vidéo classique où on achète, Un jeu, en fait, tu achètes à des la paquets de Fnac cartes. et Non, non, gratuit, là, 100% gratuit. ouais. Téléchargement sur l'App OK, Store et Play Store. OK. Les gens achètent en fait rien du tout. Ils se téléchargent le jeu, ils jouent au jeu et ils peuvent acheter des paquets de cartes. Ils peuvent en avoir gratuitement. Ouais. Et s'ils veulent, leurs cartes, en fait, ils les transforment à leur nom et ils peuvent les vendre sur la place de marché. Et là, il se passe un truc de fou. Les cartes se vendent donc $1 parce que c'est le prix pour transformer la carte à plus de 100 000 balles la carte. Waouh. La carte. Et du coup, alors c'est un asset, c'est pas une carte exactement, mais ces produits donc vont avoir, on va dire, une vraie évolution alors que le marché est en train de se casser la gueule et tout marche, on va dire, avec un intérêt où les gens en fait vont pouvoir utiliser ces produits-là. Ce qui est très intéressant, c'est la partie interopérabilité. C'est-à-dire Mmh. qu'on imagine déjà un deuxième jeu dès 2023 qui va ressembler à Fortnite, tu vois, qui va ressembler à du League of Legends, qui va être un action RPG multijoueur et qui va être un jeu vraiment facile pour tout le monde. Sauf que ce type de jeu-là, c'est plus de 3 ans et demi de développement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quasiment 7 à 8 millions juste en dev sur ce jeu-là Ah ouais. et ça va être du financement grâce au profit qu'on va faire au fur et à mesure. Donc dès 2023, avant même qu'on fasse le premier centime, on enclenche une équipe qui va travailler sur ce produit-là. Waouh. Tu viens juste de sortir Qui un va jeu sortir cette année. qui va sortir cette année, waouh. Ah ouais. Tu peux nous dire, quand à peu près? Arise, il est prévu pour la fin de cette année. OK. Les gens ont déjà commencé à jouer à ce jeu, Ouais. déjà depuis 2024. On l'a Ouais. fait tester au Japon OK. par la première phase de test. On a fait une deuxième phase très, très importante cette année en juillet, en septembre et en décembre, enfin novembre pardon, Ouais. 2025 pour avoir en fait, tu vois, une évolution qualitative du jeu, pour intégrer de plus en plus en fait, le lore et l'univers à l'intérieur et voilà où on en est là Et maintenant. et sur le livre, vous êtes à combien de tomes là? Alors, on a tome 1 qui s'est vendu, donc on a Ouais. sorti, on a fait un tirage, à 20 000 exemplaires Ouais. et ça s'est vendu. On a fait au début du téléchargement, parce qu'il faut savoir comment on a fait. On a fait téléchargement au début gratuit. Les gens donc ont téléchargé gratuitement, donc on a commencé avec 100 personnes, 1000, 10 000, 100 000, 1 million traduit dans plein de langues. Là, on a eu un deal avec Hachette et Brajlon pour sortir ça en physique. C'est sorti en avril 2024. Ouais. Tome 2 prévu en, là, c'était prévu en décembre Est-ce que ma 2025. question du coup, c'était est-ce que chaque jeu vidéo est par rapport à un tome? Bah, c'est Ou presque ça. En fait, en gros, l'histoire t'emmène de plus en plus loin, comme la carte de Game of Thrones. Et oui, pour Arise, en fait, la carte devient de plus en plus grande par rapport à ce que tu as lu dans le bouquin. OK, génial. Donc, tu découvres tout. Ce qui est très malin, c'est que tu es dans du transmédia pur. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aimer les jeux vidéo. Alors, si vous aimez pas les jeux vidéo, c'est pas très grave. Le bouquin est top, tu vois. Ouais. Et Ça donne trop envie de le ah non, mais le livre, il est fou. Ouais. Alors, le Parce que premier moi, livre. j'adore tout ce qui est fantastique et Ah ouais? science-fiction, donc Ah bah, tu vas te régaler. ouais. Alors, en fait, on a fait une première version qui est sortie en 2024, qui était bien, mais qui est différente de la version qu'on a nous aujourd'hui, qui va sortir en fait en worldwide. En gros, en fait, à ce moment-là, on sort le bouquin avec, on va dire, la vision de sortir les 7 bouquins. Et entre-temps, en fait, surtout avec donc Arnaud Delaine et Alain Damasio, on se dit mais tu sais quoi, le projet il est tellement dingue, viens on va beaucoup plus loin. Viens, on va tellement loin que quand on lit, en fait, ça sera déjà un page turner, mais on va mettre de plus en plus de liens liés à tome 3, tome 4. Parce que quand tu commences à faire l'architecture, on va dire, de tes bouquins, tu sais où est-ce que tu vas aller. Sauf que quand tu bosses sur le tome 2 et sur le tome 3,
tu envie, en fait, de faire des modifs sur le tome 1, mais ça n'existe pas ça. Mmh. Et donc nous, en fait, on s'est donné ce luxe en se disant: «Beh, on va pas rééditer le tome 1, il va y avoir, ces 20 000 pièces qui existeront quelque part». Mmh. Sauf que la nouvelle version du tome 1 qui va sortir, l'année prochaine, qui s'enchaînera avec le tome 2 et il y aura des novellas autour, là, tu auras, en fait, la quintessence du bouquin. Waouh! Et franchement, je te jure, hein, c'est pas donné à beaucoup de gens de pouvoir, reprendre, on va dire, leur tome et corriger tout ce qu'ils auraient voulu mettre dedans. Ouais, Et là, il y a pas de regret. ouais, C'est-à-dire que le bouquin était bien, mais là, il est mortel. La nouvelle version du tome ouais, 1, et le tome 2 donc s'enchaîne directement derrière. ouais. Et en fait, tu déjà là, on doit avoir à peu près on est sur le tome 3, donc on est à peu près sur 1600 pages, 1700 Waouh, pages, c'est énorme. et tu as des C'est novellas. c'est ce qui est, magnifique avec, ton aventure là, que tu es en train de créer, l'univers de Cross the Ages, c'est que tu peux l'emmener, mais tu peux travailler dessus jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Genre, C'est ça exactement va te ça. dépasser même, Mais ça c'est déjà de 1, ça m'a dépassé. mmh. Ensuite, tu vois, là, on a travaillé sur, là, j'ai fini, donc ça fait plus d'1 an que je bosse sur le film, Ouais, justement, j'allais demander le est-ce long qu'il y a un métrage. film et Ouais. donc, animé Le ou 1er c'est animé, c'est le 0, et ouais, après c'est la série télé. OK, donc là avec des acteurs, Ouais, ouais. ouais, et donc du coup, pourquoi l'animé? Parce que du coup, c'est un produit parfait Ouais, et qu'on l'avait designé comme ça au début. Et tu vois, ouais, tu toujours entre les 2, tu vois? ouais, Animé, réel, ouais. la frontière entre les Tu toujours 2, trans quelque chose, trans quelque chose. et là, tu as appuyé sur le bouton pour le film, Ouais. ouais, Ah, je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans depuis quelques mois où, ouais, je bosse avec en fait, des distributeurs, ouais, et là en fait l'idée c'est d'avoir en fait le meilleur montage pour pouvoir en fait, avoir une sortie en fait, les meilleures conditions possibles. ouais, Donc, est-ce que ce sera une sortie salle au début ouais, avec derrière en fait, de la VOD et du diffuseur? ouais, Ou est-ce que c'est en fait, du diffuseur tout de suite? Je préférais on va dire avoir cette possibilité de le sortir on va dire grand ouais, worldwide, ouais, mais et c'est canon. c'est stylé, voilà. C'est très, très canon. J'aime bien, tu pour ceux qui sont créatifs et qui s'ennuient dans un domaine, toi, tu as 15 domaines, dans lesquels tu peux t'exprimer dans ton univers, Alors entre la création, l'écriture, la gestion de projet, le film, alors ouais, et c'est là le où maintenant dev. c'est là où en fait tu es rattrapé par, on n'est pas chez les bisounours. Tu vois là par exemple, quand tu racontes comme ça l'histoire, tu vois que le truc happy, trop bien, c'est génial, c'est la succession de en vrai en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, l'arrière des coulisses, il est pas aussi happy, tu as vu, que ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que, forcément au début tu as une euphorie, tu as de l'argent qui rentre, tu as une tendance, la bulle elle éclate, donc forcément tu vas commencer à payer les pots cassés en fait de la bulle qui est en train d'éclater. Derrière ça, il y a moins d'appétence pour les gens qui commencent à considérer que, tu vois, tout ce qui est NFT c'est nul, que ça vaut rien. Le prix de tous les NFT sur terre sont complètement dévissés et détruits. Mmh, Du coup, forcément, toi, tu vas, souffrir, on va dire, d'une image qu'on va te donner, de mmh, crypto projet, tu vois? Dieu sait que, tu vois, juste le mot crypto, il fait un mmh, peu peur, mmh, et derrière ça, tu vas avoir une appétence qui va commencer à réellement changer et diminuer, et en fait, malgré, tu vois, le cap qui a été, le même, là, il a fallu, en fait, redoubler, tu vois, d'ingéniosité pour pouvoir garder, son équipe, et je te mmh, garantis qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais, réussir à faire tout ça, c'est des sacrifices qui sont complètement dingues. mmh, C'est des nuits, des mois, c'est qu'est-ce que des nuits? C'est des mois, années maintenant d'insomnie ouais, où, tu dois réussir, en fait, à tout ménager pour y arriver, et parce qu'en fait, tu as un produit qui va sortir. Aujourd'hui, tu vois, on est, 55 personnes, tu as 35 personnes, 37, 38 qui travaillent sur Arise. C'est mmh, le deuxième jeu. mmh, Eux, ça fait 3 ans, ils rapportent rien techniquement dans la ouais, boîte. ouais. Tu vois? Donc il faut payer pour ça. La R&D, Ah, et très c'est trop dur, c'est trop, trop dur. En plus, enfin, on est quand même, dans un pays où, cette partie, tu vois, elle est extrêmement importante, hein, mmh, culturelle et créative. mmh, Mais forcément, tu vois, malheureusement, on va dire, pas tout le temps les aides qui sont associées. Donc mmh, du coup, il faut payer pour les pour voir, pour sortir, et c'est anxiogène parce que tu vois, tu es là, tu dis: «Est-ce que j'ai rêvé trop grand? Est-ce que tu vois, j'ai été fou? Est-ce mmh, que est-ce qu'on va réussir à finir le mois?» mmh, Et ça, je te jure, ça c'est la réalité, ça fait partie, on va dire, c'est important, je pense, de le partager parce que, mmh, hem quand tu peux écouter, tu vois, cette vidéo depuis le début, tu dis: «Ah, c'est bon, il a tout réussi lui, c'est facile, c'est trop simple». Tu as l'impression que tu as juste à monter ta boîte, mais il faut être fou pour monter une société aujourd'hui. mmh, Il faut vraiment bien prendre conscience d'à quel point c'est compliqué. Alors bien sûr, c'est une liberté extraordinaire parce que tu es libre, en fait, de faire ce que tu veux, comme toi, tu es libre mmh. de faire ton projet,
mais il y a un prix à payer derrière. Mmh. Tu vois, il y a des coûts financiers qui sont extrêmement importants et le risque de tout perdre. Mmh. Et jamais de ma vie, je te dirais: «Ça y est, c'est bon, c'est tout cuit». C'est pas vrai. Malgré que, tu vois, on ait des soutiens, malgré que, tu vois, on a une bonne réputation, malgré qu'on a fait, bah, c'est pas pour autant que je peux Mmh. te garantir que ça va réussir. C'est Mon tr rêve, c'est d'y mmh, arriver, tu vois? c'est très fort, tes mots. Je te jure, c'est vrai. Moi, j'ai tellement envie. J'ai tellement envie que je me dis: «Je vais le faire apparaître». Tu sais, tu penses tellement fort à quelque chose, à tel point que tu le fais Ouais. apparaître? Eh ben, c'est un peu ça ma logique. J'y crois tellement, je te jure, que je me dis: «Il va y avoir un miracle qui va arriver» et je te jure, hein, ça fait 2 ans maintenant que 2 ans que chaque fois je me fais récupérer par l'épaule et qu'il se passe des miracles. Aujourd'hui, si on reprend en fait la carte de ces projets Web3, gaming, crypto, il y en a à peu près 4 000 qui ont été lancés depuis 2020. Il en existe moins de 80. Mmh. Il y en a moins de 20 qui font de l'argent. On est dans ces 20 qui font de l'argent, qui existent encore. Parcours du combattant. T'imagines? Et Mmh. je te jure, j'ai vu tous mes copains qui avaient des projets, des Français, des étrangers, qui ont fermé les rideaux un par Mmh. un par un. Je me dis: «Mais comment tu fais?» Je dis: «Bah, en fait, pas de secret, j'ai tout mis, quoi». Mmh. J'ai mis all-in, j'ai réinvesti tout ce que j'avais mis de côté pendant toutes ces années dedans, en me disant que dans tous les cas, je veux pas avoir de regrets, quoi. Voilà. Waouh. Et Samy, là, on est en janvier, donc 2000, on est en février déjà, Ah ouais, j'allais dire, 2026. il fallait dire janvier, ouais, mais Ah enfin, non, on est en février 2026. Tu mets tout ce que t'as dans Cross the Ages. On fait un fast forward et on va se retrouver sur le Vieux-Port pour prendre un petit verre en décembre 2026. ah ouais, Et, j'aimerais bien, ouais. et on va se retrouver pour fêter quoi? Ah, bah, la sortie, j'aimerais bien te dire la sortie de Rise, tu vois? La réussite du nouveau projet Blast, la signature du film du long métrage, notre levée de fonds en cours qui prend un temps un peu plus compliqué parce que forcément les marchés, ils sont différents. Donc là, maintenant, on a ouvert une levée de fonds avec, tu vois, de l'equity. Ce qui est bien, c'est que ceux qui nous ont suivis, les Animoca, depuis le début, ils nous suivent toujours. Mais pareil, il faut clôturer le tour. Ouais. Les conditions, elles sont différentes de ce que c'était à l'époque. Donc ouais, moi C'est j'aimerais une bien grosse close année. 2026? Ouais. Ouais, c'est l'année de la bascule. Ouais. Enfin, on a eu l'année charnière, où ça passe ou ça casse, en 2024-2025 et ça a été 2 années extrêmement éprouvantes pour moi, mais Ouais. vraiment. Hem, mais là, tu vois, 2026, c'est je sais pas, je le sens bien. Dans Ouais. tous les cas, ça va trop bien se passer et tu sais, quel que soit le chemin que je devrais prendre, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles qu'il va y avoir, il va y en avoir un paquet encore. Dans tous les cas, je vais y arriver. Mmh. En fait, c'est ça le truc, c'est le mindset. Ouais. Ouais. C'est de se dire: «Tu sais quoi? Quelle que soit l'ampleur de la difficulté, je vais fractionner ça en petits problèmes et je vais faire en sorte de résoudre étape par étape les problèmes». Et en gros, c'est qu'une question, on va dire, de résilience. Mmh. C'est qu'une question, en fait, d'envie, de et de foi. Et c'est absolument capital que toi, le capitaine, y croit par-dessus tout pour emporter tout le monde avec Tu y toi. crois plus, c'est fini, c'est terminé. Ouais. Si tu y crois plus, c'est mort, tu vois? Ouais. Alors bien sûr, tu vois, il y a c'est jamais comme on veut exactement, mais Ouais. tu vois, j'ai la chance de pas avoir eu de turnover et sur Free Agent et sur Cross. Franchement, j'ai les mêmes depuis le début. Ouais. C'est génial. Tu vois? Et même les mecs de Free Agent sont passés chez Cross. Enfin, c'est dingue, tu vois? J'ai des gens qui me suivent depuis 15 ans maintenant. Mmh. Toute mon équipe de base socle, elle est restée. Toute mon équipe socle, elle est restée et l'équipe, tu vois, de l'équipe forte, tu vois, de Cross, beh, Mmh. tout le monde est là, quoi, depuis le Ouais. début. C'est des gens avec qui tu lies de plus en plus de liens et qui se disent: «Mais tu sais quoi? Regarde, on a Ouais. tellement, tellement trimé depuis le début. On a tellement galéré, on va y arriver». Voilà. Samy, euh, j'ai l'impression de On t'a emmené d'être ou pas? dans un film On t'a là, emmené ou assis pas sur avec mon nous, hein? siège et que j'ai pas va bientôt me dégager. Donc, mais j'aurais pu continuer encore 1 heure ou 2 heures Ouais, pas de souci. facile. C'est incroyable de nous avoir partagé tout de A à Z, chaque étape. Je trouve ça hyper inspirant et le Trop bien. vraiment inspirant. Et
Je te remercie. Merci à toi. J'espère que dans 1 an et demi, si tu viens, je te réinvite et on écrit la suite. On raconte la suite dans le podcast. J'espère que tu pourras me raconter ta suite. Ouais, j'espère aussi. J'y crois, en tout cas. C'est plus important. Et j'ai ma dernière question rituelle avant qu'on se sépare. Qui est-ce que tu me proposes d'inviter dans ce podcast? Qui est-ce que tu aimerais que nos auditeurs écoutent? Ou alors, qui est-ce que tu aimerais écouter? Qui a une attache ou un lien avec la région? Une attache ou un lien. Tiens, c'est rigolo ça. T'as déjà invité des politiques? J'ai pas eu encore de politique. J'ai eu Audrey Brun qui était sur ton siège il y a une semaine, qui La est région. de la région et qui était bras droit de Renaud Muselier. Qui était, pourquoi elle est plus? Non, elle est à la tête de Rising Sud maintenant, une agence d'attractivité. C'est vrai qu'elle a Rising Sud, ouais. Je pense que ce serait intéressant, tu vois, de voir, on va dire, des visages qu'on ne voit dans leur intimité, de comprendre en fait qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, pourquoi est-ce qu'ils font ça en fait. D'essayer de décrypter, tu vois, soit la personne en poste actuelle, hein, tu vois, mais vraiment quelqu'un où tu essayes de, si aujourd'hui ton but c'est de mettre en avant les figures, ça serait bien de bien comprendre, on va dire, toutes ces personnalités-là, ou par exemple le préfet, tu vois. C'est quoi, on va dire, ses contraintes, c'est pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui fait croire que ça va aller mieux demain, tu vois. Essayer tu vois, d'apporter, on va dire, une autre touche. Alors bien sûr, après, tu as des entrepreneurs hors normes. Tu as Gabriel, tu sais, celui qui a créé Prozone? Ouais, croisé Gabriel. Il est fou. T'as passé un bon moment avec moi, je te jure, avec lui, tu vas t'éclater. Après, t'en as plein. T'as Olivier Raquel aussi, qui a Tempo One, une boîte qui fait, tu vois, les transports. Morgane Rougeron aussi, qui a monté aussi une société, tu vois, sur de l'accompagnement consulting. Ouais, il y a plein de gens. Franchement, je te fais une liste. Trop bien. Super. Samy, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci à vous. Hâte de voir la suite et à bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média et j'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 mini-actions très rapides aident énormément. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple, Deezer ou autre, puis cliquez sur « Évaluer l'émission » et mettez-moi une petite note 5 étoiles. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.